Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop. All right, so let's go, Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve après une petite pause estivale, on n'avait pas fait de numéro depuis je crois à peu près la mi-juillet. On était tous pris dans nos vacances à droite à gauche ou dans nos boulots d'été, délicat Savalo. Et on se retrouve donc là mi-septembre pour reprendre petit à petit le rythme. On avait des idées de format d'été et on va continuer un peu sur ce modèle-là en attendant vraiment de se plonger, on va dire, de se projeter dans la saison à venir pour les Suns. Donc là, on reste un petit peu avec le petit pas de côté et on va d'ailleurs dans cet épisode se pencher un peu sur l'ensemble de la NBA et non pas seulement sur les Suns, ce qui est plutôt rare dans notre émission. Et on va le faire comme d'habitude avec Malo qui est avec nous. Comment ça va, Malo ? Bah écoutez, ça va très bien. Le sujet d'été, mais on va dire sous un petit temps d'hiver, on ressort l'été, on ressort les pulls, on ressort le ciel gris, mais écoutez, ça va bien. L'été a été sympa, donc un plaisir de vous retrouver et d'accueillir notre cher Lucas. Tout à fait, parce qu'effectivement, donc pas de Greg pour cet épisode qui a eu un empêchement, mais on accueille une nouvelle recrue dans Valley Hoop, donc on espère qu'il sera avec nous le plus souvent possible cette saison. C'est un vieux de la vieille, même pour les auditeurs de Valley Hoop, puisque ça fait, on l'a déjà invité plusieurs fois à d'autres époques, d'autres ères de ce podcast. C'est Lucas qui a animé il y a quelques années encore, je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, la page, le compte Twitter SunsFR, qui était aussi à l'écho des parquets en tant que podcasteur. Moi, c'est parti de mes découvertes NBA, des premiers podcasts que j'ai écoutés sur la NBA et tout. Et donc on est ravis de l'accueillir dans l'équipe de Valley Hoop. Salut Lucas, comment ça va ? Ça va très bien. Écoute, moi je suis ravi d'être là. C'est toujours un plaisir de parler des Suns, donc je suis très content d'être là. Et puis bon, même si septembre c'est un mois un peu gris, c'est aussi la reprise du basket, donc c'est quand même cool comme moi. C'est ça. Mais on a eu un bien bel Eurobasket d'ailleurs là qui s'est achevé il y a quelques jours et qui a continué à faire vibrer nos cœurs d'amoureux de ballon orange. Et effectivement, du coup, ça nous a permis un peu de rester un peu dans le bain. Donc aujourd'hui, on va pas parler des Suns vraiment, on va pas parler vraiment non plus de l'Eurobasket, quoique peut-être que par certains côtés on y viendra. Notre idée en fait, c'était de prendre un peu le contre-pied de la déclaration qu'avait fait Matisse Villa. Je crois que j'ai cherché, donc je pense que c'est en mai 2024. Donc c'était à la sortie de notre élimination en play-off face aux Wolves. Et notre cher propriétaire avait dit à cette occasion-là qu'il n'était pas du tout inquiet, puisque sur les 29 autres franchises de NBA, il y en avait 26 qui auraient adoré être à la place des Suns, avoir l'effectif des Suns, avoir le payroll des Suns et tout ce qui va avec. Et force est de constater un an après que c'est sans doute pas tout à fait vrai. Enfin, c'était déjà pas vrai à l'époque, mais c'est encore moins vrai maintenant. Et justement, ça nous a donné l'idée, nous, dans Valley Hoop, de se poser la question: qui réellement en NBA aujourd'hui voudrait être à la place des Suns, ou en tout cas serait susceptible de vouloir échanger sa situation, on va dire sur le plan global, avec celle des Suns. Donc on va un peu se pencher sur les autres franchises de NBA avec un angle un peu général. On va parler un petit peu des effectifs, un petit peu justement des payrolls et de ce qu'il faut attendre, éventuellement aussi des assets qui sont encore disponibles pour les différentes équipes. Et on va se rendre compte petit à petit en déroulant un peu le fil des 30 équipes NBA. Les 30 équipes NBA, enfin, je pense, c'est du freestyle, on n'a pas vraiment préparé avant, mais je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a très peu de franchises qui voudraient être à la place des Suns au point où on en est aujourd'hui. Messieurs, si vous êtes chauds, on va pouvoir commencer tout de suite sur ce thème qui, ma foi, est assez intéressant et en tout cas, va nous permettre de balayer un peu l'ensemble du spectre NBA. Et on va commencer peut-être même tout de suite avec la catégorie vraiment donc ce qu'on pourrait appeler les contenders, mais même au-delà de ça, les équipes qui en NBA sont dans une position où non seulement elles jouent le titre, mais en plus elles se sont pas mises dans une position très très compliquée, très très
une espèce, justement, un peu comme les Suns il y a 2 ans, au moment où des trades de Durant et de Bill, un espèce de tout ou rien où il faut absolument gagner, sinon c'est la panique et après derrière t'as plus de quoi te retourner. En tout cas, nous on a défini de base 5 équipes qui sont, on va dire, dans la catégorie qu'on a appelé, que Greg a appelé, donc on le salue au passage. Ces équipes-là nous calculent même pas. Et dans cette catégorie-là, donc Greg avait mis avec notre accord, hein, clairement, Oklahoma City, donc Cleveland, New York, les Knicks, Indiana et Denver. Alors, il y a des niveaux un peu différents peut-être dans ces équipes-là, entre justement des équipes qui sont à l'aise pour des années et qui n'ont pas trop de questions à se poser, et d'autres qui sont un peu plus dans un win now et dans une urgence par rapport à ça. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le panel qui a été défini de ces 5 équipes qui regardent les Suns de très très loin, parce qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie? Peut-être Lucas pour commencer. Disons que déjà certaines ont le gros avantage d'être à l'Est, hein, donc c'est quand même une place qui est quand même plutôt préférentielle par rapport au fait de jouer dans la conférence Ouest, qui est quand même beaucoup plus compétitive. Mais je mettrais quand même éventuellement un petit bémol sur New York, où pour le coup, autant j'aime beaucoup la manière dont New York est construit, c'est vraiment, on va dire, en termes d'archétype, en termes de squelette d'une équipe, c'est à peu près la manière dont tu voudrais penser ton équipe, où tu as ton gros porteur de balle, des 3&D d'élite, hein, parce que pour le coup, Bridges, Anunoby, tu fais pas vrai, c'est quand même assez difficile de faire mieux. Tu as ton connecteur avec Josh Hart, tu as ton pivot stretch 5 avec Towns, tu as éventuellement un protecteur de cercle avec Robinson en rotation, etc. Donc le squelette est très très bon, quoi. Après, le truc, c'est que ils ont lâché énormément d'assets pour se retrouver avec ce squelette-là aussi. Et si au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être même moins, parce que des fois ça va très très vite en NBA, peut-être que tu te retrouves dans une situation qui est pas forcément plus enviable, quoi, parce qu'au final, Phoenix s'est un peu mis dans cette situation-là en faisant un peu la même chose, en construisant certes un peu moins bien, mais du coup en ayant la même stratégie de lâcher un maximum d'assets, un maximum de jeunes clés de l'effectif pour construire justement ton effectif, et à partir du moment où tu te rends compte qu'il peut pas viser le titre, t'es bloqué, quoi. Et en fait, New York n'est pas dans ce cas de figure-là pour le moment, mais si jamais ça coince, ils s'y retrouveront eux aussi, quoi. C'est clair. Après, je trouve avec une nuance dans le sens où ça reste quand même, ils ont pas forcément d'assets au niveau des tours de draft, etc. Mais ils ont quand même beaucoup de joueurs qui gardent une valeur dans la ligue. Ce qui était quand même moins le cas avec Phoenix, notamment où Bradley Beal, c'était carrément personne n'en voulait. Kevin Durant, c'était une valeur, mais avec l'âge, on l'a bien vu cet été, on récupère pas non plus, on s'en sort bien au vu de la situation, mais on récupère pas non plus de quoi vraiment construire derrière, et où vraiment ne pas forcément perdre sur l'instant T. Donc je pense qu'ils pourraient rebondir, surtout que ça reste New York, une ville où chaque été ils peuvent signer n'importe qui quasiment. Donc voilà, après, c'est sûr qu'il y a quand même, c'est peut-être un cran en dessous des autres équipes, dans le sens où eux, ils ont quand même ce petit risque de, si dans 2-3 ans, comme tu l'as dit, on performe pas comme attendu, ça peut vite exploser, plus ou moins violemment. Mais oui, c'est vrai que si on recompare à Phoenix, il y a quand même des années-lumière de nous, ça c'est clair. Oui, c'est ça, c'est une équipe qui, je pense, disons, a le défaut de pas réellement avoir de porte de sortie, mais par contre, en matière de niveau actuel de l'effectif, on est plus sur du Phoenix d'il y a 2 ans, 3 ans, quoi. C'est là, l'équipe, elle est assemblée pour performer en l'état. Tu pourras finalement très peu la retoucher, mais là, le groupe que t'as, il doit te permettre d'être performant, quoi. Carrément, il y a un truc un peu comme ça. Surtout Moi, je dirais qu'elle est quand même plus équilibrée globalement que ne l'étaient les Suns il y a 2-3 ans. En tout cas, si on parle de après le trade de Durant. Mais au-delà de ça, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a il y a une marge de manœuvre qui est un peu réduite par rapport aux autres équipes dont on a parlé juste avant, qui est notamment liée effectivement à cette histoire de tour de draft, et notamment dans le fait que ça risque de commencer à chauffer pour les Knicks, en tout cas si ça se passe mal, à partir du moment où justement ils auront plus ces tours de draft, parce que je crois qu'ils ont encore leur tour là pour 2026. Et que c'est après que ça va commencer à aller du côté de Brooklyn, donc ils les a récupérés dans le trade de Bridges. Ceci dit, moi là, dans une certaine mesure, pour nuancer un peu ce que vous disiez, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal d'options par rapport au contrat des joueurs qu'ils ont, c'est-à-dire aucun, à part peut-être Towns, qui est un peu chéro, mais sinon les autres contrats, c'est des contrats qui paraissent très transférables en fait sur le papier. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent se retourner par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils ont solidifié en roster, parce que c'est des mecs qui sont donc le 5 majeur,
et sous contrat jusqu'à 2027, au moins, voire 2028 en fait pour la plupart. Je crois que le seul, c'est ça, il y a une player option pour Karl Anthony Towns et tout le reste en fait c'est soit des mecs qui sont sécurisés au moins jusqu'en 2028. Il y a une team option pour Josh Hart avec des contrats intéressants, que ce soit celui de Mikal qui va quitter là à partir de 2026 qui sera un peu plus de 30 millions mais voilà quoi. Donc c'est vraiment moi j'ai l'impression en tout cas que du côté des Knicks, même si je suis d'accord avec vous pour dire que si on compare par exemple au Cavs, si on compare par exemple à OKC, évidemment, c'est une équipe qui a moins de marge de manœuvre sur les années à venir. Elle en a quand même plus que les Suns en avaient il y a 2 ans parce que les contrats sont plus transférables. En fait, nous, le souci qu'on avait, c'est qu'on avait un seul, enfin, 2 en contre Booker éventuellement. Mais on a bien vu cet été que, c'était d'ailleurs le cas depuis des mois que le contrat de Bill, c'était un vrai traquenard. Et ils ont pas ce type de contrat-là, on va dire, dans l'effectif, même si on pourrait, en forçant vraiment le trait, considérer que peut-être que le contrat de Towns rentre un peu dans cette catégorie-là. On est quand même très très loin d'avoir un truc aussi inextricable que la situation de Bradley Beal. Donc sur cet angle-là, moi ça me rassure un peu, on va dire, pour les Knicks. En plus, bon, comme il y a Mikal, c'est une équipe que je personnellement pour laquelle j'ai de l'amour. Mais c'est vrai que d'une manière générale, j'ai l'impression que voilà, ils peuvent voir venir quand même. Dans cette catégorie-là, on n'a pas trop parlé justement des 2 équipes de l'Ouest, OKC et Denver, qui sont dans des situations un peu différentes par rapport à ça. OKC, le problème, on pense, en tout cas, on le voit se dessiner sur d'ici quelques années quand les extensions commenceront à kicker au max pour Jalen Williams et pour Chet Holmgren. Pour Denver, il y a peut-être un peu comme les Knicks, une obligation un peu de win now et un côté t'es enfermé là dans une position où t'as pas le choix, mais par contre t'as vraiment des très bons assets à proposer pour être un contender dès cette saison en fait quoi. Pas si vous êtes Bah, après Denver, on avait quand même la limite l'année dernière d'un effectif qui avait eu du mal à se renforcer, qui avait eu du mal à se renouveler aussi. Par exemple, le départ de Caldwell Pope qui a été légèrement compensé par l'émergence de Christian Brown, mais qui numériquement n'a pas été remplacé dans l'effectif. Là, ils ont réalisé pour le coup une très belle intersaison pour renforcer l'équipe. Ça, c'est une réussite. Mais le problème de Denver est en soi qui les rend peut-être moins viables que les Suns à un certain égard, c'est que le propriétaire, c'est une énorme pince, quoi. Donc, autant Phoenix, t'as quand même l'avantage d'avoir un propriétaire qui est prêt à se mettre dans la luxury tax, qui est prêt à dépenser s'il faut renforcer l'effectif. Denver, le gros problème, c'est que, il y avait sans doute possibilité de se renforcer en lâchant quelques bifetons et que le propriétaire veut pas, hein. C'est vrai que ça reste une limite aussi, même si, comme tu le dis, au moins, notamment parce que, effectivement, Jokic a tapé un peu du poing sur la table, ils ont essayé de bosser sur ça cet été, et le retour de Bruce Brown, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour eux dans cette optique-là. T'es assez d'accord Oui, avec ça? c'est ça. Puis surtout le truc dans le sens où ils sont un peu obligés de gagner maintenant, c'est surtout capitaliser sur le meilleur joueur du monde ou le ex-aequo meilleur joueur du monde qui est Nikola Jokic en fait. C'est plus dans ce sens-là où que t'es réellement obligé de gagner, sinon l'effectif pète et tu te retrouves à sec total. Je pense que c'est plus t'as plus à perdre dans le sens où t'as pas capitalisé sur ce que t'as que l'effectif risque vraiment d'exploser. Ok, si tu l'as dit, dans 2-3 ans, ça va commencer à être compliqué niveau finance de renouveler tous les jours un peu de compléments qui tournent autour de cette équipe. Mais d'un côté, ils ont encore 5 tours de draft par an pendant 10 ans, donc ils vont retrouver ce genre de joueurs. Ils vont drafter 3 fois au premier tour, ils vont trouver 2 joueurs qui vont pouvoir être utilisés dans des rôles bien définis et précis. Donc sur ça, il y a pas d'inquiétude à avoir, surtout qu'on sait en plus que Sam Presti, c'est le genre de choses dans lequel il est vraiment bon. Donc sur ça, il y a pas trop d'inquiétude. Moi, l'équipe que je mettrais peut-être un cran en dessous, dans le sens de moins de compétitivité, c'est peut-être Indiana, Ouais. qui, en plus avec la blessure de Tyrese Haliburton, c'est sûr que Pour cette année, cette saison, en tout cas, ouais. ce sera pas pour cette saison, mais pour les saisons futures, ils ont quand même une sacrée base qui fait penser un peu aux Suns quand eux-mêmes sortent des finales 2022. Donc voilà, avec même s'il y a le départ de Turner qui a pas forcément non plus été remplacé pour le coup, en tout cas pas en termes de profil. Donc c'est vrai que tu te retrouves un peu dans la même situation où le Ayton était là mais ça a clashé avec le reste de l'équipe. Enfin, il y a un peu cette situation un peu trouble où t'es un moins compétitif quand même. Après tu restes quand même compétitif, t'as quand même une base solide de jeunes avec des très bons contrats, t'as tous tes assets, t'es dans une très bonne position pour autant. Mais voilà, en termes de compétitivité pure, il y a quand même, je trouve, un cran de retrait avec les équipes de ce tir-là. Peut-être les Knicks qui sont aussi un peu en retrait, mais
Mais voilà, par contre, en termes de situation, bah, t'es très bien. T'as ton meneur, t'as une base autour qui est jeune, qui apprend, qui travaille ensemble, qui s'entend bien et qui performe très bien. Et tu l'as vu avec des finales NBA où tu passes pas loin de faire un titre que tu n'espérais même pas en début de saison. Complètement. Et effectivement, t'as pas du tout hypothéqué ton avenir pour en arriver là. T'as tous tes tours de draft. Je crois que c'est ça. Il y a un 2028 qui est protégé 1-5 et sinon qui va à New Orleans. Mais sinon, effectivement, ils ont. Et sachant que t'as quand même de la place en plus en termes de masse salariale. Donc cette année, c'est sûr qu'ils vont pas aller la péter, mais t'as de quoi aller chercher un ou deux joueurs intéressants prochaine free agency, quoi. Donc Carrément. c'est sûr que t'as pas d'inquiétude à avoir. Ouais, après on est dans le même cas de figure d'une équipe qu'un propriétaire qui est pas très enclin à dépenser non plus. Tu vois, le départ de Miles Turner cet été, pour vraiment une histoire de quelques sous, c'est assez quand même regrettable, quoi. Ouais, effectivement, et la question c'est dans quelle mesure sur la durée ça peut vraiment leur porter préjudice, puisque voilà, va y avoir des prolongations à mettre en place d'ici quelques années pour les joueurs qui ont été très importants là dans les 2 derniers runs absolument incroyables incroyables, justement pas forcément, mais en tout cas très impressionnants des Pacers. On peut penser à Rodney Smith, je crois que lui il est en fin de contrat en 2027, il sera dans la restricted free agent à cette intersaison là. Donc voilà, il y a un joueur, c'est un joueur qu'il faut prolonger, en tout cas dans leur fonctionnement, il est très important. On peut penser aussi à un mec comme Bénédicte Mathurin qui, quoi qu'on en dise, a quand même joué un rôle assez important et qui lui sera en fin de contrat à l'été 2026. Donc effectivement, c'est des questions qu'il faut d'ores et déjà se poser pour eux. Et il y a un peu une incertitude, on va dire, sur ce que tu disais, Lucas, sur la volonté réelle du propriétaire de mettre les sous pour maintenir cette équipe ensemble. Effectivement, le signal qu'on a eu cet été avec Miles Turner est pas très très bon pour les supporters des Pacers. On verra sur la durée. En tout cas, ce qui est intéressant avec eux, effectivement, c'est plus le long terme et de voir que la structure sportive qu'ils ont bâtie là ces dernières années autour du coach Carlisle et du duo Siakam-Haliburton est vraiment vraiment intéressante et vraiment performante. Et en soi, c'est effectivement une base sur laquelle ils vont pouvoir continuer à construire, en fait, même si Siakam commence à être un petit peu âgé, mais ils savent qu'ils ont un petit peu de recul et qu'ils vont pouvoir avancer sur ce noyau-là pendant encore quelques années, quoi. Donc c'est assez intéressant, même si cette année, logiquement en tout cas, avec la blessure de Tyrese Haliburton, ça devrait pas être une équipe contender en tout cas. Oui, c'est ça, c'est une équipe qui dispose d'une base de travail qui est bien plus solide, en tout cas que celle dont dispose Phoenix à l'heure actuelle. Par exemple. C'est une équipe qui a une flexibilité qui est quand même bien supérieure, quoi. Après, je pense quand même, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un propriétaire qui n'hésite pas à mettre la main au porte-monnaie, ça t'offre quand même une certaine flexibilité supplémentaire, on va dire, qui peut parfois venir compenser la flexibilité que t'as pas sur ta pure situation sportive et contractuelle, quoi. Oui, et puis ça peut permettre de mettre le petit coup de collier supplémentaire qui te fait aller chercher un titre. Absolument, et qui à l'instant T est le truc qui, je trouve, a fait défaut aux Pacers dans la validation de leur très belle saison. Ouais, effectivement, peut-être qu'on peut se dire, en retournant un peu le truc, que si l'année dernière, justement, au bon moment, les bons investissements ont été faits, et là, peut-être une large profondeur d'effectif, pardon, mais après, bon, c'est aussi se dire qu'il y a beaucoup de malchance dans tout ça, hein. Tyrese qui se pète après 5 minutes, là, dans le Game 7, c'est quand même un délire, donc effectivement, c'est tout ça, c'est une mayonnaise qui est difficile à mettre en place. Ouais, bien sûr, mais quand tu vois Indiana, tu vois, comment l'arrivée de Siakam, par exemple, les a propulsés dans une autre sphère, tu dis, bah ouais, si t'avais un proprio qui était plus enclin à lâcher un bifton, bah peut-être que t'aurais justement un joueur supplémentaire pour aller dans une sphère encore plus haute derrière, quand même. Mais après, à l'heure actuelle, je veux dire, après, le noyau dont tu disposes, il est super cool, quoi. C'est une équipe hyper compétitive dans une conférence qui est hyper faible, donc clairement, tu peux retourner en finale. T'as le potentiel pour retourner en finale quasiment toutes les saisons avec ce groupe, quoi. Carrément, ouais, effectivement. Sauf peut-être encore une fois cette saison, puisque Tyrese sera pas là. Oui. Effectivement. Je me coupe moi-même mon micro. On va éviter. On va passer du coup à la deuxième catégorie. Donc on va redescendre un peu plus près de la terre et des Phoenix Suns qui sont là vraiment au niveau de la terre. Et donc on va se pencher sur les franchises qui nous ont dépassés, on va dire, dans leur timeline et dans leur timeline de progression sportive, avec une première catégorie que Greg a baptisé notre reconstruction vous en fume, très poétique, dans laquelle il y a deux équipes du Texas, Houston et San Antonio. Alors déjà, ouais, est-ce que vous êtes d'accord sur la base?
ça va être difficile de dire le contraire, que leur reconstruction leur construction accélérée fait qu'ils sont déjà devant nous là au point où on en est. Je pense que voilà. Mais est-ce que vous les metteriez, ces deux équipes-là, dans la même catégorie à l'instant T? Une me paraît plus avancée que l'autre, évidemment, parce que les Rockets étaient déjà deuxième de la conférence post l'année dernière et qu'ils ont recruté KD cet été. Ouais, comment vous voyez les choses? Peut-être Malo pour commencer sur ce point-là. Je les mettrais pas dans la même catégorie parce que t'as une équipe qui a récupéré le meilleur joueur du monde dans dans 4-5 ans, on va dire. Enfin, en tout cas, un profil qui a de fortes chances de l'être et qui a vraiment une bonne base de travail, etc. et que tu fais au mieux pour l'entourer à côté. T'as encore eu un très beau tour de draft cet été. Donc voilà, t'es encore, on va dire, à l'étape 2-3 de ta reconstruction, mais elle est déjà beaucoup plus avancée que 25 autres équipes, on va dire, de la ligue qui, pour le coup, là, il y a peut-être 26 équipes qui aimeraient être à la place de San Antonio. Juste pour avoir Victor, quoi. C'est ça, et tu as aussi les assets pour aller, après, ça n'a pas l'air d'être trop la volonté des Spurs, mais voilà, lâcher 2-3 joueurs pour aller chercher un top 15 NBA, tu peux le faire aussi. Donc voilà, t'as quand même une flexibilité qui est vachement intéressante de ce niveau-là. T'as un young core qui est vraiment intéressant et que tu peux construire autour, tu peux modifier des choses, voilà. Pour Houston, pour le coup, ils ont encore plus accéléré leur reconstruction qui avait déjà pris un sacré coup d'accélérateur la saison dernière en vraiment augmentant le nombre de victoires, en devenant vraiment compétitif et autres, en allant chercher KD où là tu te retrouves pas non plus dans la situation des Suns il y a 2-3 ans parce que t'as pas lâché autant, mais dans cette situation de cet effectif là tel qu'il est, il a 2 ans maximum pour gagner, ou en tout cas pour être vraiment compétitif. Après ces 2-3 années là, ou même avant, tu sépares de Kevin Durant et tu seras quand même bien mieux que les Suns le sont actuellement, donc ça c'est un net avantage. Et donc voilà, il n'y a pas d'urgence non plus de gagner, c'est un win-on mais pas vraiment non plus. C'est juste que l'effectif tel qu'il est construit là maintenant, tu te dois de gagner, en tout cas de jouer la gagne impérativement. Après, voilà, je sais pas si c'est comment classer ces deux, on va dire, reconstructions, parce qu'elles sont pas du tout au même stade et c'est vraiment des constructions assez différentes quand même si voilà, ça part pas mal de la draft de joueurs voilà que tu formes toi-même pour dans un certain style. Je sais pas du tout laquelle je préfère être, quelle situation, mais voilà, les deux, en tout cas, si on recompare aux Suns, il y a aucun débat et à des années-lumière carrément de nous, quoi. Ouais, le recentrage qui fait mal à chaque fois pour l'instant qu'on resitue par rapport à ça, on se dit wow. Ça, effectivement, ça nous met vraiment une distance. T'es d'accord avec ça, Lucas, pour ces deux équipes-là, les deux équipes du Texas? Oui, évidemment. Le postulat de départ était: est-ce que tu préfères être dans la situation de telle ou telle équipe ou dans la situation des Suns? Je pense que dans les deux cas, la question se pose pas du tout, quoi. T'as une équipe qui a verrouillé un candidat MVP là pour 10 ans d'affilée, une autre équipe qui a genre 5 joueurs méga jeunes, méga forts, et qui en plus dispose de tous ses assets et a fait venir le joueur qui manquait à son effectif, c'est-à-dire qui apportait du scoring extérieur fiable. Je veux dire, t'as deux équipes qui sont hautement plus compétitives à l'instant T et qui vont le rester pendant 5 à 10 ans, quoi. Donc clairement, c'est des situations qui sont hautement plus enviables que celles de Phoenix aujourd'hui. Ouais, alors il y a peut-être moins de certitude entre guillemets, c'est ça que c'est paradoxal, hein, mais sur les Rockets, parce qu'il y a quand même un petit pari là avec KD. On rappelle que lui, pour le coup, il lui reste plus qu'un an de contrat, c'est KD, mais il a 37 ans. Enfin voilà, il y a un peu un côté là-dessus aussi, qui est, en fait, c'est la combinaison là de leur effectif aujourd'hui entre justement des briscards type Van Vliet, Adams, Van Dorian, Finney-Smith là qu'ils ont recruté cet été, et voilà leur espèce de young core absolument monstrueux, en tout cas dans la progression. On a vu Sengun et Amen Thompson notamment prendre une dimension vraiment énorme ces derniers mois, et d'ailleurs on peut peut-être leur parler de l'Eurobasket et de ce qu'a fait Sengun, parce que c'était vraiment impressionnant, et on sait que c'est parfois un marqueur aussi dans une carrière de steps qui sont en train d'être passés. En fait, je pense que eux, à partir du moment où ils misent un peu sur ça, sur le fait que Sengun va vraiment prendre une ampleur de plus en plus importante au fil des années, l'avenir il est radieux autour de ça. Mais il y a quand même cette espèce, pas de double timeline, on peut pas vraiment le présenter comme ça, mais une espèce d'obligation là maintenant, dès cette saison, d'être ultra performant, qui
positionne un peu le truc différemment, on va dire, par rapport à San Antonio, qui est toujours, on va dire, dans la construction long terme, et en se disant, comme vous disiez tous les deux, mais en fait, de toute façon, on n'a pas de questions à se poser par rapport à ça. On sait qu'on va être compétitif autour de Victor pendant des années, et on peut même rajouter d'ailleurs le duo avec Fox, même si Fox maintenant est un joueur confirmé en NBA, mais c'est un joueur qui reste assez jeune et qui a a priori de la réserve et encore pas mal de choses à apporter. Donc ouais, moi de mon point de vue, oui, c'est difficile de dire le contraire que ils sont dans une bien meilleure situation de Suns, mais c'est quand même pour moi deux situations assez différentes. Et encore une fois, là où les Spurs, t'as l'impression qu'ils ont toujours le temps, au point où on en est, les Rockets c'est quand même beaucoup moins le cas, et il va pas y avoir une pression de résultat dès cette saison. Effectivement, on est sur du chipotage dans la mesure où de toute façon on est sur des équipes qui sont bien plus avancées et dans une bien meilleure situation que les Suns. Si on descend encore d'un petit cran, donc on parle des équipes qui sont en train de s'adapter, qui ont été un petit peu à un moment un peu dans la situation des Suns, c'est-à-dire on construit un effectif, donc là sur les deux trois dernières saisons, on construit un effectif pour aller chercher le titre. On n'y parvient pas. Mais même si on va voir les équipes qui sont à cette catégorie-là, mais c'est des équipes de l'Ouest beaucoup, enfin c'est d'ailleurs que des équipes de l'Ouest qu'on a mis dans cette catégorie-là, et effectivement avec le côté, c'est des équipes qui ont échoué dans la quête du titre, mais se sont déjà adaptées, sont déjà en train de passer à l'étape suivante. Par différents biais dans la construction de leur roster. Donc on peut parler de Minnesota, de Dallas, des deux équipes de Los Angeles, les Lakers et les Clippers, et de Golden State. Alors il y a un cas pas très particulier, on va dire, dans cette liste-là, c'est évidemment les Clippers qui sont un peu dans la sauce avec l'affaire Kawhi, et il faut voir comment tout ça va se passer. Mais au-delà de ça, si on prend purement sur regarder là aujourd'hui les rosters, les assets, on est assez d'accord, je pense, messieurs, que ces 5 équipes-là sont dans une bien meilleure situation que les Suns, parce qu'effectivement elles se sont tournées un peu plus vite et se sont adaptées, on va dire, un peu plus vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Je serais un peu mitigé sur Minnesota quand même. Ouais. Pour le coup, je trouve que Minnesota est dans une situation pas si différente, dans le sens où ils ont un jeune arrière. Donc Edwards c'est quand même beaucoup plus jeune que Booker désormais, mais effectivement autour d'un jeune arrière, t'as quand même des cadres assez vieillissants, que ça soit Gobert ou Conley qui met plus un pied devant l'autre, quoi. Et t'as quelques role players intéressants mais contextuellement. Et je trouve que c'est une équipe en fait qui pour le moment fait beaucoup avec pas grand chose. Elle a pas un roster qui casse des briques. Je trouve il y a quelques éléments qui sont vraiment cool, mais t'as une marge de manœuvre qui est très très limitée. On l'a vu que du coup pour récupérer Randle et DiVincenzo, ils ont été obligés de transférer Towns alors qu'ils sortaient d'une finale de conférence. Donc la marge de manœuvre elle est épaisse comme du papier à cigarette. Et à côté de ça, t'arrives quand même à avoir des perfs, etc. Mais qui risquent d'aller décrescendo parce que tes cadres sont vieillissants et ton effectif est dur à renouveler, je trouve. Donc pour moi, la situation de Minnesota, elle est pas spécialement meilleure que celle de Phoenix, je dirais. Sur les autres équipes, je serais davantage d'accord parce que c'est des équipes qui à l'instant T sont plus compétitives. Mais pour Minnesota, je suis pas très satisfait du travail qu'ils ont fait autour d'Edwards, où pour le coup ils ont pas du tout assemblé un noyau qui est sur la même timeline que lui, et ça je trouve que c'est assez problématique en termes de construction d'équipe. Disons que là où tu as vraiment raison, je pense, par rapport à eux, c'est que ces dernières années, ils ont montré plus de choses que les Suns en termes d'effectifs et justement de possibilités, au-delà du résultat vraiment de ce qu'ils montraient sur le terrain. Mais c'est associé effectivement à une construction et à des joueurs qui sont, tu as utilisé le terme vieillissant, je pense que c'est vraiment le terme exact. Et évidemment pour Gobert, la question elle se pose. Pour Conley, la question elle se pose. Pour Randle, elle se pose pas encore, mais elle va peut-être se poser assez rapidement aussi. Pour Conley, se pose plus, hein. Il est pour cramé, Conley. Conley. Oui, t'as raison. Elle se posait l'année dernière, en fait, justement, où déjà, c'était un peu la limitation de leur effectif de se dire, on a un titulaire à la main qui est un vétéran et tout machin, mais qui commence à plonger et tout en termes de performance. Là, cette année, ça s'est confirmé. Donc oui, ils ont même un problème, on va dire, à la main. Tiens, comme tout. Ça nous rappelle une équipe de l'Arizona. Mais alors, sur le plan, enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lucas. Néanmoins, j'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'avoir Edwards qui a un côté un peu plus patron, on va dire, que Booker, est peut-être assez intéressant pour eux dans la durée, c'est-à-dire de se dire, en fait, autour d'un leader comme ça peut agréger des trucs intéressants. Après, bon, ça reste aussi un travail de front office de bien l'entourer. Et effectivement, comme tu dis, il y a peut-être des questions à se poser sur le travail qui a été fait ces deux, trois dernières années autour de ça.
Qu'est-ce que tu penses de Malo, de tout ça, de Minnesota et des autres équipes qui sont dans cette catégorie-là? Ouais, pour revenir sur Minnesota, je pense que, comme l'a dit Lucas, c'est une situation qui est un peu dans le même style, mais ils ont quand même un avantage d'être plus compétitifs à l'instant T et de, si ça doit péter, d'avoir leur cadre qui est plus jeune et enfin voilà, donc c'est quand même un avantage sur nous. Ils ont quand même plus d'assets. Après, ils ont lâché pas mal quand même. Déjà pour récupérer Gobert à l'époque, en plus là pour récupérer, comme tu l'as dit, Randle et DiVincenzo. Donc ouais, c'est une reconstruction qui est un peu différente, un peu compliquée. T'as perdu quand même des joueurs importants cet été. Je pense à Alexander Walker qui était quand même vraiment utile dans cette équipe, notamment dans la configuration playoff où tu tournes à 7-8 joueurs et avoir des joueurs un peu capables de tout faire. C'est vraiment important. Donc c'est sûr que t'as vraiment pas capitalisé sur ton avancée d'il y a 2-3 ans où t'étais une équipe vraiment prometteuse avec des cadres, mais t'avais un YouCore qui était intéressant, t'avais une équipe qui se développait bien, que tu construisais vraiment un groupe solide, soudé. Voilà, t'as ancien niveau coaching, t'es pas forcément sûr de certaines bases avec Finch. Donc ouais, c'est une situation qui est un peu similaire aux Suns, mais je mettrais quand même un avantage assez important aux Timberwolves pour ces différentes raisons. Après, dans les 4 autres équipes qui restent, je mettrais quand même une autre catégorie qui sont les tricheurs, ok, on a mieux reconstruit, ok, on s'est mieux adapté. Mais bon, quand tu obtiens gratuitement quasiment Luka Doncic et quand tu obtiens gratuitement un first round pick générationnel avec Cooper Flag, voilà, c'est plus facile, on va dire. Donc voilà. Et après, pour les Clippers, je serais pas aussi certain déjà en attendant de voir le résultat de l'enquête sur la situation avec Kawhi Leonard. Mais je trouve que c'est quand même là pour le coup, t'es vachement dans un truc de si on gagne pas maintenant, c'est la grosse merde après, quoi. Parce que t'as tout ton effectif ou presque qui est en fin de contrat dans 2 ans. Donc dans 2 ans, il te reste 3 joueurs de ton équipe. T'as les 3 quarts de ton équipe qui a plus de 35 ans. Et les 3 quarts de tes joueurs importants surtout. T'as par contre l'un des meilleurs contrats NBA avec Ivica Zubac, qui est en pleine force de l'âge, qui a montré que c'était l'un des meilleurs pivots de la saison passée et qui vraiment a un contrat à 20 millions l'année pendant encore 3 ans, je crois. Donc là pour le coup c'est un vrai contrat et un vrai plus dans ta situation, mais t'as beaucoup de joueurs qui te prennent une énorme partie de ta masse salariale. Là pour le coup on parlait de propriétaires qui étaient pas prêts à lâcher un billet. Voilà, c'est un peu dans la même situation que Phoenix où le mec carrément est prêt à construire une salle de plein pied juste pour le kiff. Donc voilà, mais t'es quand même dans une situation où si tu gagnes pas là, et encore ton effectif est très compétent mais a quand même des limites avec des joueurs souvent blessés, qui ont de l'âge. Donc voilà, tenir toute une durée de play-off à haute intensité, t'as pas forcément de garantie. Donc t'es beaucoup plus compétitif cette saison, c'est sûr. Mais par contre, dans 2 ans, tu peux te retrouver 1 ou 2 ans, tu peux te retrouver un peu dans une situation similaire à Phoenix où t'as pas un jeune joueur autour duquel construire. Là encore, nous on a David Booker autour duquel construire, qui est plus forcément un jeune joueur, mais voilà, qui est encore assez jeune et qui va jouer pendant encore de longues années. Donc la situation est bien, mais pour le coup, je serais beaucoup plus inquiet en tant que fan des Clippers sur le futur qu'en tant que fan des Wolves, par exemple. Parce que après, je pense que la question se pose pas trop pour une équipe comme ça, où c'est vraiment, t'as construit une équipe et tu sais qu'après c'est le désert, quoi. C'est vraiment, t'as mis le paquet sur cet effectif-là. Il est compétitif, il est très compétitif même, moi je trouve. Et derrière, une fois qu'il est fini et tu repars d'une feuille blanche, quoi. Donc, oui, mais certaines équipes, en fait, tu vois, justement Phoenix, n'ont pas forcément ce luxe de repartir d'une feuille blanche. Oui, pour le coup, tu peux partir de feuille blanche et voilà, tu sais que pendant 2-3 ans, un peu comme le fait le OKC, il y a 5-6 ans, tu vois, là, tu repars de rien mais d'un côté, ce truc-là aussi, ça peut vite devenir un bourbier de 10 ans où t'as rien, tu chopes pas un joueur vraiment générationnel dans des équipes qui s'enfoncent un peu là-dedans, comme l'ont fait Utah, Sacramento pendant longues années, Phoenix l'ont fait pendant très longues années. C'est plus un bourbier pour certaines équipes que d'autres, de par leur localisation aussi, quoi. Les Clippers, ça reste Los Angeles. C'est sûr que oui, là, t'as l'avantage d'attirer. Un proprio qui est très dépensier.
si jamais la draft ça marche pas, et ben écoute, c'est pas grave, tu remets des bifetons et t'as de nouveau des bons Oui, joueurs. Quoi. c'est Mais sûr. ça, effectivement, Ça, toutes c'est les clair. équipes ont pas le luxe de faire ça. De fait, C'est clair. ils auront pas trop le choix en fait. C'est-à-dire qu'au moment où la reconstruction sera une option, enfin impérative pour les Clippers, a priori d'ici 2-3 ans, on va rentrer dans la zone où justement ils auront plus leur pic ou presque plus. Je crois que c'est ça à partir de 2028. Donc pic 2028, il va au Sixers le premier tour. On parle du premier tour à chaque fois. Le deuxième, c'est enfin 2029 pardon, c'est un swap avec les Sixers à nouveau. En 2030, il va à Utah. Et il faut attendre 2031 ou 2032 pour qu'ils récupèrent. Non, je dis pas de bêtises. C'est à 2031 pour qu'ils récupèrent leur first round pick les Clippers. Donc il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que moi je suis assez d'accord avec le constat de Malo de dire bah, en fait là il y a un peu un vide au-delà de 2 ans quand tu regardes un peu dans l'avenir des Clippers, il y a un vide et une incertitude autour de ça. Après là où tu as complètement raison Lucas, c'est que dans la configuration des Clippers, en tout cas peut-être qu'on a vu depuis que Steve Ballmer et leurs dirigeants, c'est pas vraiment un problème, et sur une free agency un peu costaud avec voilà 2-3 stars, ils peuvent être des concurrents super sérieux d'ici effectivement 2028-2029. Donc oui, ça pourra aussi se reconstruire comme ça les Clippers, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas trop à s'en faire et qu'ils sont sans doute dans une certaine manière dans une meilleure situation que nous. Même si effectivement moi le fait de pas avoir vraiment de leader pour l'avenir, c'est quand même un truc où tu peux te poser des questions. En fait, tu sais pas trop où va ta franchise. C'est plus de l'incertitude qu'autre chose. Quoi. C'est plus Mais que disons, ça. moi, c'est surtout qu'en fait, pour moi, il y a vraiment deux situations qui sont plutôt positives. Ça va être le moment où tu es vraiment un candidat au titre, Ouais. ce que je pense les Clippers sont, et la situation où tu es vraiment sur une feuille blanche et tu peux reconstruire de zéro et t'as les assets pour le faire, quoi. Là où le problème, là où t'es dans une situation difficile, c'est là où est Phoenix, où t'es vraiment dans une énorme zone tampon, où t'as même pas le niveau forcément pour faire les playoffs, mais t'as pas la possibilité de te renforcer par la draft non plus, quoi. Et là, clairement, c'est vraiment le pire contexte que tu peux trouver. Et je pense que les Clippers, là, pour le moment, bah, du coup, sont dans un meilleur contexte. Et une fois que tous leurs gros joueurs ont pris leur retraite, bah, au final, ça va libérer énormément d'argent disponible sous le cap. Et on a vu cet été que finalement, même les équipes qui ont de l'argent sous le cap, en général, en ont très peu. Mais c'est vrai que si d'un coup, tu retires 3 contrats max de ta masse salariale, bah, tu vas être potentiellement la seule équipe qui a vraiment de l'argent à dépenser. Oui, carrément. Et alors, bah, bonne transition, parce que moi, l'autre équipe dont on n'a pas encore parlé là dans ce gros paquet là de 5 équipes, même si on peut parler vite fait des Lakers et juste résumer le truc à, bah, ils ont Luka Doncic pour plusieurs années, donc de toute façon, les mecs, ils sont bien, ils sont plutôt dans une bonne situation. Mais moi, c'est les Warriors, et j'aurais tendance à ne pas vouloir les inclure dans cette catégorie-là, même si justement, en fait, finalement, leur situation est très comparable à celle des Clippers. C'est-à-dire que, enfin, c'est même encore plus caricatural. Hein. T'as ces 3 joueurs là de plus de 35 ans qui sont encore sous contrat jusqu'en 2027. Ces 3 gros joueurs, Draymond Green, Jimmy Butler et Stephen Curry. Au-delà de ça, ils ont aucune visibilité. Ils ont pas de vraiment de leader on the rise sur lequel ils se disent on va construire cette ligne future de la franchise. En revanche, au-delà de cette intersaison là 2027, bah ils ont plus rien dans le cap, quoi. Donc il y a un côté un peu de page blanche, on pourrait y revenir un peu là-dessus, qui fait que en fait c'est ça, il y a un espèce en termes de situation dans l'état actuel des choses, c'est une équipe qui est compétitive, évidemment bien plus compétitive que les Suns. Sur la durée, ils ont pas trop de certitude, mais par contre ils ont la certitude qu'ils auront de la place dans le cap, et que donc du coup ils seront en mesure, on va dire dans une certaine mesure de pouvoir être agressif sur le marché des agents libres notamment, quoi. Donc effectivement, je sais pas ce que vous pensez des Warriors, mais il y a un peu un côté leur situation va se débloquer en fait, est amenée à se débloquer presque mécaniquement dans les années à venir, quoi. Il y a un peu un côté comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Après, pour le coup, les Warriors, je suis un peu plus déçu de leur dernière saison en termes de gestion d'effectifs, de construction, notamment la gestion du Kakuminga qui est, enfin voilà, où tu sens de plus en plus que ça pourra pas continuer entre l'équipe et le joueur. Mais voilà, donc il y a ce côté, c'est sûr que bah comme les Clippers, dans 2 ans, bah tu sais que à la fin GC tu seras très agressif, tu seras voilà une équipe qui va attirer par le cadre notamment. Donc voilà, t'as pas forcément d'inquiétude et tu sais que tu vas pouvoir reconstruire, notamment dans une free agency 2027 où t'as quand même de sacrés noms, pas mal âgés certes, mais voilà, t'as quand même t'as du gros joueur quoi qui est agent libre ou qui peut l'être s'il refuse leur player option. On sait qu'en 2 ans ça peut aller très vite, donc voilà, t'as pas forcément d'inquiétude et se retrouver comme Lucas le disait dans une situation entre deux où bon bah en fait t'es pas assez bon pour jouer les playoffs, et même si t'as pas forcément d'espoir pour la suite, tu fais vivre des choses à ta fanbase, etc.
et où bah en fait t'as quand même tes pics, je crois, t'as une bonne partie des pics, je crois, pour les Warriors, donc t'es quand même dans une situation où au pire tu fais carte blanche, tu pendant 2-3 années, voilà, essaie de construire autour d'un groupe de jeunes, et tu peux même attirer une ou deux stars à l'été 2027, ce qui semble être le plan en plus des récentes déclarations de autour de ça, donc pas forcément d'inquiétude à avoir pour ça, c'est plus sur les une ou deux dernières saisons dans enfin le fait d'entourer cette équipe, hormis le trade de Butler que je trouve très intéressant. Voilà, dans la gestion de ton effectif, je trouve il y a quand même des manquements, mais c'est sûr que tu es dans une situation où, enfin, tu vas pas être dans un bourbier pendant 3-4 ans, à essayer de te sortir de contrat, à essayer de machin. Voilà, là tu vas l'être entre guillemets, mais tu restes quand même compétitif, tu gardes tes assets. Donc voilà, même si pendant 1 ou 2 ans c'est on va dire juste jouer les playoffs et essayer de passer un tour, bah tu restes quand même déjà plus compétitif que les Suns, et après une fois que ça s'est passé, t'auras plus d'assets et de moyens de construire que les Suns, ça c'est clair. Ouais, t'as bien fait de rappeler qu'effectivement ils ont leur pic à partir en tout cas de ces années-là, 2027, 2028 et tout. Donc oui, il y a aussi cette donnée-là qui rentre en ligne de compte, même si la draft ça a pas toujours été des grandes réussites pour eux ces dernières années. Ouais, puis après, faut rester quand même sur le postulat de départ de dire à l'instant T, je préfère largement être les Warriors. L'équipe est quand même hautement plus compétitive. Il y a tout simplement de meilleurs joueurs, de meilleures stars. C'est une bien meilleure équipe, quoi. À l'instant T, je préfère 100 fois être les Warriors que les Suns. Y a pas Oui, c'est clair. Ça, c'est Et sûr. puis même d'un Effectivement. niveau En fait, le marketing combiner pour un les deux, proprio, t'as des années-lumière des Suns avec toute la hype Curry, tout ça. Enfin, C'est ça, c'est vrai même, que même en sans tout se point- projeter quelques années plus tard, à l'instant T, c'est tellement plus cool, quoi. C'est sûr. c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Eh ben, on va continuer à descendre un petit peu, mais on va rester encore une fois dans des configurations où on va se conclure sans doute de la même manière que on préférait être à la place de ces équipes-là que des Suns, avec une catégorie que Greg a intitulée "Leurs galères sont mieux que les nôtres". Donc des équipes qui sont pas forcément voilà sur des rails ou qui connaissent quelques contretemps. Mais pour autant, la situation globale est quand même assez intéressante, et il y a des bons côtés, on va dire, dans tout ça. Il a fait une petite mini catégorie avec les équipes des grands blessés, Boston et Philadelphie. Finalement, on n'aurait presque pu inclure les Pacers, mais effectivement les cas de figure sont un peu différents. Donc voilà, on va rester donc sur Boston et Philadelphie, donc qui ont des blessures majeures. On pense évidemment à Boston qui va devoir se passer de Jason Tatum là pour toute la saison à venir. Dans les deux cas, c'est assez particulier parce que c'est des équipes où on ne sait pas vraiment quel va être leur niveau là sur la saison qui arrive, mais en termes d'avenir, ça pourrait quand même prendre une bonne consistance, même si encore une fois les cas de figure sont un peu différentes. Mais je vous laisse aller là-dessus. Bah peut-être Lucas, tiens, si tu veux. Boston, après, je suis assez intrigué, quoi, parce que ils ont vraiment su, comme ils jouaient pas cette saison, ils ont pas hésité à se séparer quand même de plusieurs cadres de l'équipe, ce qui m'a un peu étonné, parce que même sans Tatum, t'avais une équipe qui était compétitive, certes probablement pas au niveau des meilleurs à l'Est, mais du coup ils ont fait le choix de se dire bah tant pis, on repartira avec une autre équipe l'année en 2027, ce qui est un choix assez étonnant, j'ai trouvé, mais après, je veux dire, t'as quand même deux cadres de l'équipe qui sont super jeunes. Tu peux te permettre de cramer une année, ils seront toujours là, ils auront toujours le niveau. Donc Boston, clairement, c'est pas une équipe inquiétante. Je sais qu'il y a moins de confiance du côté de Philadelphie. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup leur noyau, je trouve très complémentaire. Mais effectivement, t'as l'inconnu Embiid, et ça pour le coup, c'est quand même un gros problème quand t'as un franchise player qui est aussi peu fiable en termes de disponibilité. Chose que du côté des Suns, même si t'as un effectif qui est clairement plus bancal, et encore, je trouve que Philadelphie manque quand même cruellement de profondeur. Mais t'as un franchise player qui est quand même beaucoup plus sûr en termes de matchs joués et en termes de dispo, quoi. Et ça pour le coup, c'est vrai que Philadelphie, je suis pas super certain que les fans de Philadelphie sont très confiants vis-à-vis de leur équipe pour la suite. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, on n'est pas sur genre c'est une grosse blessure, mais c'est un joueur qui a été ultra fiable toute sa carrière. C'est plutôt l'inverse. En fait, c'est un joueur qui a cumulé plein de petites blessures, enfin plus ou moins grosses d'ailleurs, tout au long de sa carrière, et qui a toujours eu des problèmes de fiabilité, et sur lesquels il y a toujours eu un gros point d'interrogation sur combien de temps il peut durer au plus haut niveau, avec le fait que voilà, il a ses problèmes physiques quasiment depuis le début. Moi, je me souviens des premières saisons d'Embiid où il prenait des temps de repos déjà sur le banc en essayant de détendre le dos et tout machin. Tu vois, il y avait des trucs comme ça. En fait,
fait très longtemps en fait que le problème il est. Enfin voilà, déjà on peut revenir au fait qu'il a pas joué. C'est quoi, c'est ses 2 premières saisons NBA où il a pas joué du tout. Un truc Bah comme ça. ouais, et puis même sa saison rookie, il joue qu'une 30aine de matchs. Quoi, C'est donc, ça, ouais, ce voilà, qui c'est le ça. prive du Ouais, trophée puis d'ailleurs. Les 3 bah, premières saisons, effectivement, c'est ça. et même sur toute sa 30 matchs, carrière, quoi. je crois qu'il a plus de matchs manqués que de matchs joués, je crois, où ça se joue mais à le 2-3 gros matchs près. le gros problème pour Embiid, c'est surtout le côté récurrent des blessures, quoi. Ouais, C'est c'est ça. c'est toujours les mêmes, c'est toujours au même endroit. C'est des blessures qui, notamment au genou, bah quand t'es grand, c'est des blessures dont tu récupères toujours moins bien à chaque fois, quoi. C'est un joueur Bah, qui est très lourd et c'est ça. et Puis tu te surtout dis pour mais un à joueur. combien d'années il lui reste Ouais. aussi bien Embiid dans Ça, 6 mois, c'est fini, sa carrière s'arrête, quoi. Donc Mm. ça. Bah, ça c'est pour le ça, coup, c'est une surtout dans inconnue qui est un style de colossale. jeu, surtout dans un style de jeu où c'est vachement basé sur la mobilité, les appuis, et donc bah avec des genoux rouillés, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Après, là où bah c'est sûr sur Embiid, il y a énormément d'inquiétudes à avoir et c'est certain. T'as l'incertitude Paul George où est-ce que il est capable de retrouver un niveau dans un rôle entre guillemets moins important, de retrouver un rôle quand même intéressant. Mais t'as quand même une base de jeunes. T'as un certain manque de profondeur également, mais t'as quand même une base de jeunes qui est vachement plus intéressante que à Phoenix, notamment sur ta base arrière où pour le coup t'as 3 joueurs qui sont vraiment très intéressants. Tyrese Maxey, je pense que dans 2-3 ans tu peux lui confier les clés de l'équipe ou en tout cas être un co-leader, une sorte de 1B de ton équipe. VJ Jacob, c'est très prometteur aussi. T'as Jared McCain qui est dans un rôle de complément, tout ça, qui a fait montrer de très belles choses sur son année rookie. Après, t'as aussi le risque des blessures pour ces joueurs-là, où bah notamment Maxi et McCain ont de grosses blessures. VJ Jacob, c'est un style de jeu qui est à risque quand même, mine de rien. Voilà, avec beaucoup de physique, beaucoup d'athlétisme. Mais je pense que t'as quand même une meilleure base de jeunes avec notamment ces 3 jours-là en cas de si tu dois faire table rase comme tu l'as dit. Embiid a une nouvelle blessure au mois de février comme tous les ans, fin de saison terminée, il joue pas la saison d'après. En fait, tu te retrouves un peu dans un truc où fin de carrière, t'es quand même dans un rôle où t'as quand même des jeunes joueurs intéressants sur qui reconstruire, en tout cas qui peuvent tenir une équipe et t'auras du coup de la flexibilité avec le contrat d'Embiid qui se terminera, le contrat de Paul George qui va se terminer aussi un jour. Donc t'auras quand même une flexibilité, notamment financière, où tu sais que ton propriétaire sera prêt aussi à lâcher l'argent s'il faut entourer cette équipe-là. Donc c'est sûr que t'as beaucoup d'incertitudes où t'en es parce que en fait si ça se passe bien, t'as une équipe qui est capable peut-être d'aller embêter pour le titre ou des choses comme ça. Mais t'as aussi une équipe qui peut finir 12e de l'Est parce que tout le monde est blessé et machin. T'as énormément d'incertitudes, ça c'est clair, mais je pense que t'as quand même une base d'avenir qui est plus prometteuse que celle des Suns, en tout cas à mon avis, quoi. Ouais, après moi je suis pas trop d'accord, mais c'est parce que c'est pas des joueurs que j'apprécie beaucoup. Ouais. Maxi pour le coup je suis pas fan du tout, quoi. Donc après Oui, c'est c'est plus ça, une c'est vision plus une- personnelle du truc, c'est quoi. ça. C'est juste me dis effectivement t'as une porte de sortie, elle est évidente, hein, tu l'as bien décrite, mais après sur quoi ça débouche, quoi. Parce que pour moi une équipe avec Tyrese Maxey en franchise player, elle va pas piquer très très haut, Ah oui. quoi. Donc Oui, voilà, pour moi c'était dans le sens option 2, option 1 bis. C'est sûr que ce sera pas le seul à porter ton équipe, c'est clair. Puis il y a mais un mais disons que aspect tu qui est vois, important. en termes de porte de sortie, je préfère effectivement être dans la situation des Suns où, même si c'est la galère, t'as toujours Devin Booker, parce qu'on a vu jusqu'où peut aller une équipe avec Devin Booker en franchise player et c'est très 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 haut. Si ta porte de sortie, c'est une équipe qui est dans les mains de Tyrese Maxey, je pense qu'elle va beaucoup moins haut qu'une équipe qui est entre les mains de Devin Booker. Oui, c'est sûr. Mais après, t'as quand même l'aspect aussi où t'as tes pics et t'as ceux des Clippers. Enfin, en tout cas, t'as souvent le meilleur des deux. Et on a parlé des Clippers tout à l'heure. Dans 2 ans, ça risque d'être plus compliqué pour eux. Donc, tu pars tirer un peu, entre guillemets, d'une feuille blanche, comme on a dit, notamment pour les Warriors et pour les Clippers, mais avec 2-3 joueurs autour desquels tu peux construire et ou autour desquels tu peux te transférer pour récupérer des assets, des pics ou d'autres joueurs intéressants. Ce seront des joueurs qui devraient avoir de la valeur. Donc, je pense que je préférais quand même la situation des Sixers, même s'il y a énormément d'incertitudes. Et t'as quand même vachement ce regret de pas avoir capitalisé encore une fois sur le niveau de Joel Embiid qui, même si, pour le coup, c'est énormément partie du blessure.
t'as vachement ce regret, cette frustration de, bah, en fait, on devrait jouer le titre tous les ans, on devrait être l'une des meilleures équipes. Tu l'es pas vraiment à cause de ces raisons-là, mais c'est comparable, mais je pense que je préférais quand même le projet, enfin, d'être dans la situation des Sixers, quoi. Hmm. Dans une perspective de reconstruction, en tout cas, il semble avoir un peu plus de marge de manœuvre. En fait, c'est surtout ça, quoi. Je trouve, ouais. Effectivement, l'argument de Lucas, je suis quand même sensible, c'est-à-dire que se dire que, parce que j'en parlais tout à l'heure, notamment effectivement pour les Clippers ou pour Golden State à l'horizon de 2-3 saisons, de savoir autour de qui tu construis en fait. Et effectivement, de n'avoir aucune idée de ça, pour moi, c'est être pas forcément dans une meilleure situation que Phoenix, en tout cas sur ce plan-là. Et effectivement, on peut clairement dire que Tyrese Maxey c'est moins clinquant que Booker par rapport à ça aussi, en effet. Ça, pour moi, ça rebondit un peu sur la situation des Lakers dont on parlait tout à l'heure, qui est pareil, je trouve une équipe assez bancale, mais bon, qui à l'instant T est compétitive. Mais ta porte de sortie, c'est Luka Doncic, et c'est une méga porte de sortie. C'est autre chose que Tyrese Maxey, quoi. Tout à fait. Et que Booker mais aussi, pour le coup, moi, c'est aussi, ouais. c'est sûr. Mais c'est plus dans le sens où l'addition de plusieurs joueurs intéressants qui pour le coup me plaît. Ouais. Après c'est sûr que c'est pas t'es pas en mode bon, j'ai mon franchise player qui va être MVP, qui va emmener l'équipe au titre, c'est sûr. Ce sera pas avec Tyrese Maxey, ou alors mais ceci dit, alors nous on est peut-être à un an de se dire ça, de se dire qu'on a quand même une base avec des joueurs intéressants, des jeunes qui sont en train de progresser et tout machin, parce que en tout cas on est tous les, enfin si t'as écouté un petit peu Valley Hoops ces derniers mois, Lucas, tu as vu qu'on était très chaud sur Ryan Dunn et sur Oso et Godaro. On espère que ça va continuer à progresser de leur côté et on va voir ce qui a été fait cet été, enfin au niveau de la draft et tout, avec des profils qui ont l'air quand même assez intéressants et susceptibles en tout cas de s'épanouir en NBA. Donc c'est aussi ça en fait, c'est difficile de mesurer vraiment où on en est. C'est vrai qu'à l'instant T, ils ont l'air d'avoir plus de profils de ce type-là si on prend juste les Sixers, mais sur la durée c'est pas sûr non plus. Donc on verra, c'est assez intéressant. En tout cas, oui, on commence à être dans des zones où il y a match. Alors l'autre catégorie, enfin la catégorie où on vient juste après, pour moi il y a pas vraiment match parce que c'est des veulent être compétitives dans l'immédiat, qu'on fait des moves notamment cet été pour être de plus en plus compétitives. Orlando, Détroit, Atlanta, dans des styles un peu différents, hein, parce qu'il y a une question plus de continuité pour Orlando et pour Détroit, enfin surtout pour Détroit qui a vraiment explosé, on va dire l'année dernière, et qui a joué les playoffs pour la première fois depuis plusieurs saisons, depuis la période Blake Griffin, quoi. Et Orlando, ça a été un petit peu moins bien la saison dernière après une saison 2023-2024 qui avait été vraiment intéressante. Les Hawks, c'est plutôt l'éternel questionnement autour de comment bien entourer Trae Young et tout. Il y a des gros efforts qui ont été faits par Atlanta cet été, avec notamment le levé de Porzingis et le bon contrat offert à Nickel Alexander Walker. Comment est-ce que vous jugez ces trois équipes? Est-ce qu'effectivement, en les prenant en bloc, vous dites de toute façon, il n'y a pas photo, ces trois équipes, elles sont dans une meilleure situation que Phoenix ou pas? Peut-être Malo, premier là-dessus. Oui, elles sont dans une meilleure situation que Phoenix, toutes les trois, je pense. Surtout pour Détroit, qui pour le coup, il y a 1 ou 2 ans, je l'aurais pas forcément dit, mais là, t'as vraiment ta reconstruction a été lancée, t'as vu que ça marchait, t'as bâti une base avec un style particulier. En plus, t'as vraiment une identité qui est forte, qui est marquée. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que même dans les joueurs à recruter pour modifier ton équipe dans les prochaines saisons, pour remplacer certains joueurs, notamment Tobias Harris qui est free agent la saison prochaine. Tu sais quel type de joueur aller chercher. Donc puis t'es compétitif déjà cette saison, et en plus t'es à l'Est, comme le répète Lucas depuis le début. Cette équipe des Pistons, elle est encore jeune, elle a elle a un profil bien défini, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire notamment, et t'es à l'Est, et donc tu sais que en fait tous les ans tu peux être 3-4e sans trop sourcier. Pour les deux autres équipes, c'est un peu plus de flou entre guillemets. Orlando, tu mises sur cette continuité avec pareil pas mal de joueurs jeunes intéressants. T'as beaucoup bougé aussi cet été, avec notamment Desmond Bane qui t'apporte vraiment là où tu pêchais le tir extérieur, quoi. Donc t'as quand même une bonne base. Tu vas aussi être compétitif à l'Est en allant chercher les playoffs à coup sûr, et en étant vraiment un candidat pour les finales de conférence. Donc t'es mieux, t'as une équipe pas forcément taillée pour aller au titre, et t'as pas forcément tellement de marge pour l'améliorer. T'as quand même lâché énormément pour Desmond Bane, mais en fait t'as pas le choix, parce que des joueurs de ce profil-là, il y en avait pas beaucoup disponibles, et t'en avais absolument besoin pour justement être compétitif. Donc c'était un move qu'il fallait faire. Après,
bah, t'as plus trop de marge de manœuvre pour vraiment modifier, améliorer ton effectif. Donc voilà, c'est là où je mettrais un peu plus une limite que pour Détroit où t'as quand même encore de la marge et tu sais quel type de joueur recruter pour remplacer. Là où Orlando, t'es un peu bloqué, on va dire, mais t'es quand même compétitif à l'Est avec des jeunes joueurs pour plusieurs saisons qui sont sous contrat, qui sont bloqués. Donc t'es bien mieux qu'à Phoenix, ça c'est sûr et certain. Pour Atlanta, là aussi t'as beaucoup bougé, t'as quand même plus d'incertitudes aussi, mais voilà, t'as quand même avec Trae Young un joueur qui en a vu qui est capable de mener une équipe qui a un générateur d'attaque énorme. Tu l'entoures voilà avec des profils intéressants qui sont complémentaires avec lui. T'as la grosse interrogation Kristaps Porzingis qui pour le coup si ça marche c'est un move parfait et tu te retrouves vraiment compétitif avec un joueur vraiment complémentaire à Trae Young. Après voilà, ça peut être on a parlé des blessures longuement avec les Sixers, ils en sont quand même bien contrat, mais t'as quand même voilà avec Johnson, t'as quand même beaucoup de jeunes joueurs aussi autour de ça qui ont une très bonne marge de progression et qui voilà dans les années à venir sont amenés à être vraiment des joueurs clés de cette équipe. Donc je pense que t'as quand même une base plus intéressante et même si tu dois te séparer de Trae Young, tu récupéreras beaucoup d'assets et tu repartiras sur table blanche avec plein de pics et voilà donc je suis pas forcément inquiet. Il y a le pari Porzingis, c'est sûr, mais voilà, même si ça foire, tu vas quand même jouer les playoffs à l'Est, je pense, en tout cas play-in au grand minimum, notamment avec les blessures de cette année. Donc ouais, j'ai pas forcément d'inquiétude pour les Hawks à voir, même si voilà, t'as plus d'incertitude que pour les deux équipes de cette catégorie qui sont les Pistons et le Magic, mais je préférais largement être dans la situation des Hawks que celle des Suns. Pour le coup, même si je l'étais pas forcément au début de l'été, ça c'est clair, mais leur été a vraiment été intéressant, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Lucas? Moi, pour le coup, je suis plutôt enthousiaste sur Orlando, surtout où effectivement, t'as raison sur le fait qu'ils ont moins de marge de manœuvre, mais je pense qu'en fait, leur marge de progression, c'est les joueurs en eux-mêmes, quoi. C'est vraiment leurs deux franchise players qui sont Wagner et Banchero, c'est des joueurs qui sont déjà très forts alors qu'ils ont tous les deux énormément de défauts. Et si c'est des défauts qui sont gommés, t'as des joueurs qui sont beaucoup, beaucoup plus forts qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Et ta marge de progression est là, en fait, quoi. Et c'est vrai que le move de faire venir Bane, il est exceptionnel, je trouve, parce que Bane, c'est quasiment un all-star déjà de base en termes de production. Et tu le fais venir à l'Est, où pour le coup, c'est probablement dans le top 3 des meilleurs arrières de l'Est déjà, alors qu'il a même pas joué un match. T'as Suggs qui revient, l'équipe est très bien construite, elle est très bien pensée. Et pour le coup, tes deux franchise players sont très très jeunes et ils ont vraiment une marge de progression qui est délirante, quoi. Wagner, pour le coup, c'est un joueur qui joue très juste, que j'aime beaucoup, mais qui a juste un problème de shoot. En général, son problème, c'est la réussite. Banchero, c'est l'inverse, où techniquement, il est très très fort, mais c'est plus la sélection de tir qui pose problème. C'est des trucs que tu peux corriger. Si vraiment les deux joueurs réussissent à gommer leurs défauts, t'as une méga équipe. Et là, effectivement, ça, pour le coup, c'est un projet que je trouve très très emballant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est des joueurs qui sont encore très jeunes, 24 ans pour Wagner, 23 pour Banchero. Donc effectivement, on n'est pas seulement dans l'idée de la marge de progrès. Enfin, en plus d'être jeunes qui progressent qui progressent année après année, et effectivement qui ont pris une dimension ces dernières saisons qui est vraiment intéressante. Si la courbe de progression se poursuit, effectivement. Enfin, moi, je suis un peu comme toi, Lucas, mais peut-être même encore pire, c'est-à-dire que vraiment, c'est un peu le biais dont tu parlais tout à l'heure, dans le sens de dire, voilà, moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup les joueurs qui la composent, notamment France. Voilà, je trouve que l'ajout de Bane c'est absolument incroyable aussi. D'une manière générale, en fait, j'aurais du mal à être objectif sur eux. Allez, si je dois prendre un peu un angle justement de tempérer un peu la hype autour du Magic, c'est plus de se dire en fait ils vont quand même très très vite se retrouver dans une sauce monstrueuse en termes de cap space. Je crois que l'année prochaine ils ont 220 millions de garanties déjà sur un cap qui devrait être à 165. Donc effectivement c'est un peu ça qui est l'épine dans leur pied, c'est que de toute façon les grosses dépenses qu'ils font actuellement, ils pourront pas les faire sur la durée parce qu'il y a les problèmes
comment dire, des pénalités sur ceux qui sont des équipes qui sont des mauvais élèves année après année sur la taxe. Donc effectivement, il y a cette question-là qui va se poser pour eux, je pense, assez rapidement. Et en fait, ils vont avoir une pression autour de ça, en fait, autour du fait que leur effectif coûte très 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 cher. Ce sera surtout le cas à partir de la saison prochaine et de l'extension, du kick de l'extension de Moncaro. Mais effectivement, il y a un peu cette question-là quoi autour d'eux. Mais c'est pour moi la seule limite de cet effectif. C'est pour ça que cette saison est un peu un crash test pour eux, dans le sens où derrière, t'es obligé de valider ou non le projet, quoi. C'est par exemple ce qui s'était passé à Utah à l'époque de Gordon Hayward, où à un moment, ils ont eu une année, ils ont dit, là, de toute façon, derrière, il y a tous les contrats qui vont se mettre en branle. Est-ce qu'on valide cet effectif ou est-ce qu'on le valide pas? Parce que de toute façon, là, on part avec ça et on n'a plus moyen de le retoucher après, quoi. Donc Orlando, il faut que ça clique vite. Ce qui est assez paradoxal quand tu as 2 franchise players qui sont aussi jeunes et tu te dis, t'es déjà quasiment dans l'urgence, il faut que ça marche tout de suite, quoi. Mais en soi, sur le papier, je trouve ça cool, tu vois. Là où, pour le coup, je suis plus circonspect sur Atlanta et sur Détroit, mais en partie à cause de leur historique aussi de signature et de micro-moves qu'en général, je trouve assez pourris, quoi. C'est-à-dire que genre, Détroit qui a essayé, voilà, on relance l'équipe, machin, et tes 2 signatures, c'est Tobias Harris, Malik Beasley. Ouais, ça bouge pas énormément le curseur, quoi. Mais ça a marché. Ça a marché, effectivement. Et pour le coup, j'ai mangé mon chapeau là-dessus, mais moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais pas du tout forcément été du même avis, mais la saison dernière. Mais je trouve qu'Atlanta, c'est encore pire dans le sens où en général, quand ils arrivent à faire des bons moves ou à trouver des bons joueurs, ils le valident pas derrière. Tu vois, pour le coup, John Collins, il est parti. Ils ont filé DeAndre Hunter à Cleveland, qui est un concurrent direct, et DeAndre Hunter, il a complètement métamorphosé l'équipe de Cleveland. Et à côté de ça, tu fais du micro-move à la Porzingis, Nickel Alexander Walker, qui sont pas des joueurs qui bougent beaucoup le curseur non plus, quoi. Donc, Atlanta, en soi, c'est pas tant les ressources dont ils disposent qui m'inquiètent, c'est plutôt la manière dont, historiquement, ils les utilisent, en fait, qui, oui, c'est sûr. me rend plus perplexe. Là, pour le coup, pour rejoindre Orlando, je trouve que le management bosse vraiment bien depuis quelques années dans la construction de l'effectif, notamment, faire les bons moves, pas forcément se précipiter tout de suite, mais voilà, bien construire, aller chercher des jeunes depuis quelques années qui ont vraiment des rôles importants. Je pense à des Jalen Suggs, Anthony Black, beaucoup de joueurs qui apportent vraiment leurs pattes et qui ont un style précis et qui matchent bien. Donc même là cet été en allant chercher Desmond Bane, ils sont conscients de ce que l'équipe manque, de ce que l'équipe doit faire. Là où j'ai plus tu vois, je trouve ils recrutent malin aussi, quoi. Quand ils sont allés choper Gafford parce que c'était la grande braderie à Washington, pas Gafford, Wendell Carter. Ouais. Oui. C'est bien, tu vois, et même là, le fait de dire Bane, effectivement, là, Memphis, ils sont en train de brader tout le monde. Ah, vas-y, il faut qu'on aille dessus, c'est le bon moment, tu vois. Il y a un sens de l'opportunité qui est quand même beaucoup plus malin. C'est clair. Après, pour le coup, moi, je serais peut-être un peu plus réticent sur il y a quand même, comme tu l'as dit, une grosse marge de progression sur les joueurs. J'ai quand même certains doutes sur le plafond de certains, et en tout cas, les capacités à les réaliser. C'est notamment d'issue de Banchero cette saison, où je trouve qu'il a pas progressé. Il avait déjà eu l'expérience des playoffs, machin, et c'est retombé dans les mêmes travers cette saison. Après, il est encore très jeune et il a que 23 ans, et on n'est pas près d'une année où il passe un vrai cap, et voilà. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, mais un peu plus de réticence sur les progressions, en tout cas moins sur celle de Wagner que celle de Banchero. Mais c'est sûr que c'est du pinaillement, c'est du détail, pardon. T'as quand même 3 fois 1000 plus de base que à Phoenix, si encore une fois on doit recentrer. C'est clair. C'est l'objectif. Et effectivement, oui, c'est intéressant de continuer à garder ce curseur-là et de se dire, là, on descend. Il commence à y avoir match, on peut commencer à discuter un petit peu, mais globalement, on reste dans des cas de figure, là, sur les équipes dont on vient de parler, où, oui, la situation, elle est bien meilleure que celle des Suns à l'instant T. Ouais, après, comme je te dis, petit bémol quand même sur Détroit ou Atlanta, parce que je trouve que Phoenix, le point fort, c'est que c'est une équipe qui arrive à faire des moves en général, que quand l'effectif est pas bon, elle arrive à le corriger, quand l'effectif est bon, elle arrive à le renforcer, etc. Et là, pour le moment, de ce que je vois de Détroit et surtout d'Atlanta, c'est des équipes qui n'arrivent pas à faire ça, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis plus rassuré d'une certaine manière d'avoir un front office qui est capable de modifier l'effectif quand ça va pas, de l'améliorer quand il est bon, que de voir des front office qui justement, notamment autour de Trae Young, qui a jamais réussi vraiment à améliorer l'équipe, quoi. Tu fais finale de conférence, l'année d'après, tu fais même pas les playoffs, quoi. À un moment, il y a un gros problème aussi dans la gestion des assets dont tu disposes. C'est bien d'en avoir beaucoup, c'est sûr, mais si ton front office, il sait pas les utiliser, t'es pas beaucoup plus avancé, quoi. Après, pour moi, que l'historique Vas-y. Non, juste, l'historique de ces deux équipes joue en leur défaveur, mais
Mais en tout cas, la situation telle qu'elle est, entre guillemets, si voilà, t'es front office, tu décides d'aller dans telle ou telle équipe, c'est sûr que tu choisis Ouais, ces ça, deux mais disons équipes-là, qu'une mais organisation, l'historique de c'est leur un tout, tu vois. C'est les joueurs dont ils disposent, c'est les assets dont ils disposent, et c'est aussi les dirigeants dont ils disposent. Qui mine de rien, quand t'as des bons dirigeants, ça fait la diff, quoi. Ah oui, mais On l'a vu sur des équipes comme San Antonio, comme Oklahoma City, comme Golden State. Bah ouais, si juste avec le management tu fais la diff, au final c'est des points forts dont tu disposes et que les autres équipes ne possèdent pas. Mais justement, moi, j'aurais du mal au stade où on en est à avoir vraiment des certitudes par rapport aux différentes aux capacités du front office des Suns. Parce que c'est compliqué. Le seul truc dont on peut être certain là aujourd'hui, c'est que HBI il a pas l'intention de lâcher l'affaire et qu'il est prêt à continuer à mettre du pognon. Mais pour le reste, est-ce que Brian Gregory et toute la clique de Michigan State, c'est des gens qui voient les choses de manière justement qui sont capables de faire les bons moves pour améliorer l'équipe et pour la faire progresser sportivement par des espèces d'articulation de trade, de signature, de quoi que ce soit. Pour l'instant, on n'a aucune vraiment certitude par rapport à ça, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. On va voir sur Ouais, c'est sûr, parce que c'est une nouvelle équipe dirigeante aussi. Mais tu vois, par exemple, cet été, avec une marge de manœuvre quasi nulle, t'arrives à renouveler la moitié de ton effectif avec à la fois des jeunes alors que t'avais pas de pic et des bons joueurs de complément alors que t'avais pas nécessairement les assets pour aller les chercher, quoi. Ah, mais encore une fois, tu fais des moves qui peuvent être contestables. Je crois que c'est toi, d'ailleurs, Lucas, qui était assez critique sur le fait de couper Bill, là, cet été. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler dans le Hoop. Le sujet reviendra, je pense. Voilà, maintenant, on n'a pas fini, donc ouais. On va plutôt essayer de finir là notre tour d'horizon. Et on va commencer à se pencher donc sur les équipes où il y a vraiment une vraie discussion sur de savoir est-ce que leur situation est plus enviable que celle des Suns à l'instant T. Donc là, on est sur des équipes qui, selon donc la terminologie de Greg, là on entre dans la catégorie ils galèrent grave mais avec plus de ressources que les Suns, et notamment ces équipes qui sont dans un espèce d'entre-deux de reconstruction. On n'est pas vraiment complet dans un bouton rouge qui a été activé, mais le truc est en train de se faire petit à petit avec des effectifs qui ont quand même pas mal changé ces dernières années. On parle ici des Chicago Bulls, des Toronto Raptors, des Portland Trail Blazers et du Utah Jazz. Messieurs, est-ce que vous classeriez cette équipe dans la même catégorie déjà globalement, et comment les situer par rapport aux Suns? Lucas. Je pense que je mettrais Toronto un peu plus haut quand même parce qu'ils ont quand même un noyau qui est quand même très compétitif déjà à l'instant T. Les autres équipes, par contre, oui, c'est pas des situations que je trouve plus enviables, quoi. C'est des équipes qui ont pas de franchise player, qui plafonnent, qui arrivent pas à faire de bons moves pour renforcer l'équipe. Il y a une équipe comme Portland, ça fait des années qu'ils ont les jeunes et que, pour autant, ils arrivent pas à construire autour. Utah, c'est une situation qui est hyper compliquée. Si t'arrives pas à trouver un joueur qui déboîte par la draft, de toute façon, il y a personne qui veut venir. Chicago, c'est un peu la même chose où ils ont drafté des joueurs qui sont pas mauvais mais qui sont pas excellents non plus. Toronto, pour le coup, t'as quand même un noyau qui est vraiment cool, je trouve, mais pareil, qui pour le moment n'a pas de résultat du tout, quoi. Donc, je trouve la situation de Toronto un peu plus enviable quand même parce que t'as un groupe jeune et compétitif. Les autres équipes, par contre, c'est vraiment des équipes qui pédalent dans la semoule depuis si longtemps que j'aimerais pas être à leur place. C'est un point important aussi, effectivement. C'est depuis combien de temps t'es dans la sauce, quoi. Après, pour le coup, ces 4 équipes-là, et je pense que c'était un peu le sens de ce que voulait dire Greg aussi, elles ont peut-être un peu plus de marge de manœuvre dans certains domaines, sur certains assets, notamment pour ce qui était des tours de draft. On est sur des équipes qui ont soit tous leurs tours de draft sur les années à venir, soit tous leurs tours de draft, et en plus, certains tours, donc on peut penser à Utah notamment, qui est... Ouais, après, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Si t'es pas une équipe candidate au titre, et que t'es pas une équipe complètement nulle, au final tu perds du temps, quoi, parce que t'arrives pas à avoir les meilleurs pics, et au final tu rajoutes pareil des joueurs qui vont pas être mauvais mais qui vont pas vraiment révolutionner ta franchise non plus, quoi. Donc, non, parce que des équipes qui pataugent comme ça aux alentours de la 10e, 11e place, c'est des équipes qui peuvent pas vraiment repartir de l'avant non plus, quoi. Soit vraiment t'es bon, soit t'es très mauvais. Être entre les deux, c'est pas bon pour ta franchise, c'est pas bon pour ton développement. En fait, je suis d'accord sur le principe, mais en fait, comment dire, le fonctionnement de la NBA nous montre souvent que c'est pas aussi simple que ça, parce que tu peux tout à fait avoir un mec qui sort qui est fin de loterie ou genre juste après et tout machin, en gros, un mec pique entre 10 et 20, mais qui va devenir une putain de superstar, en fait, et très rapidement, en fait. Tu vois, typiquement, là, il y a Utah dans ce groupe-là, ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell il y a quelques années, c'est quand même un truc assez particulier, tu vois, et en fait, finalement, c'est pas si rare que ça en NBA. Donc moi, je me dis qu'il y a quand même du potentiel, en fait, par rapport à nous,
qui un an sur deux, on n'a même pas de pic du tout, tu vois. En fait, c'est Jazz et Ouais, mais plus de marge de manœuvre par rapport à ça. c'est Et sûr. comme on parle, hein, c'est du. Mais Ah, mais comme tu vois, faut comme regarder ce qu'elles ont fait, ces équipes aussi, C'est sur les années récentes, quoi. Oui, bien C'est- sûr, ça. bien sûr. Mais ce que je veux dire par Ça là, c'est fait qu'ils ont ça quand fait même déjà réussi à 3-4 construire ans quelque qu'elles chose sont dans autour de cette ça. situation, quoi, pour Ouais, c'est la vrai, c'est vrai, c'est plupart. vrai. Et là où je trouve Et que effectivement, Portland, ils ont eu les pics, Portland, donc oui, là où je trouve que ça continue. Portland est justement à cette trouvaille près d'un joueur vraiment qui va porter l'équipe. En fait, je trouve que Portland a vraiment une équipe. Enfin, si tu rajoutes juste une star dans cette équipe, elle est vraiment hyper intéressante. T'as vraiment. C'est bon, ils ont Damian Lillard maintenant. Voilà, t'as vraiment l'équipe de compléments, de soldats, de joueurs complémentaires qui ont leur rôle et qui voilà. Mais il te manque cette star, ce joueur vraiment intéressant. T'as eu beaucoup de jeunes joueurs prometteurs sur les bases arrières, mais bon bah, qui n'ont pas forcément de trucs en plus, qui se sont un peu freinés les uns les autres, qui voilà, puis bah forcément pas des grands défenseurs. Enfin, c'est toujours compliqué de construire avec un autour d'un meneur ou d'un arrière vraiment athlétique tourné vers l'attaque. C'est vraiment compliqué. Et en plus, ils ont pas eu ce joueur qui avait ce petit truc en plus. Moi, j'étais très haut sur Scouts. Il a montré quand même quelques limites après. À voir notamment avec le départ d'Anthony Simons qui, s'il arrive à avoir plus de clés, il y a quand même des choses intéressantes. La saison passée, j'ai trouvé notamment avec ses relations avec Ayton ou quoi, même si Ayton n'est plus là. Donc je trouve que mais voilà, t'es entre guillemets à une star près de vraiment de passer un projet intéressant. Mais bah faut la trouver cette star, et comme on l'a dit, ça fait 3, 4, 5 ans que ces équipes sont dans ce rôle-là. Toronto a un peu bougé en étant un peu dans un entre-deux, mais comme t'es à l'Est, bah t'es compétitif plus qu'à l'Ouest, tu vois. Pour le coup, Toronto, cette situation à l'Ouest, je suis beaucoup plus négatif dans le sens où c'est un peu un peu comme Sacramento qu'on va parler tout à l'heure, mais où tu t'empêtres vraiment dans un entre-deux de je suis bon, mais bah, je peux rien jouer, mais du coup bah j'ai pas forcément les pics, même si j'ai mes pics, j'ai pas des pics vraiment intéressants. Même si voilà, tu peux trouver autour de la 15e place, bah même les Suns tout bêtement avec Devin Booker, tu peux trouver autour de la 15e place un joueur qui peut vraiment porter ta franchise, c'est clair. Mais ça reste plus rare que si t'as un top 3 si t'as un top 3 pick en fait. Donc voilà, c'est sûr. Puis je trouve que même si théoriquement leur situation est plus avantageuse, t'as plus d'aspects, t'as plus d'assets de machin. Mais en fait, le passif dont parlait Lucas tout à l'heure, notamment pour Atlanta et Détroit, bah là, il parle aussi pour eux parce qu'en fait, tu progresses pas forcément. Notamment, je trouve qu'à Utah, c'est encore plus dur parce que t'as ton joueur un peu tête d'affiche, Condole, Lauri Markkanen, mais tu peux pas vraiment construire autour de lui. S'il part, t'as plus rien. Donc, c'est un peu, même si tu vas récupérer des joueurs intéressants pour lui, c'est un peu vraiment traître. T'es un peu bloqué, je trouve, dans un truc de, on peut pas encore faire carte blanche encore une fois, mais t'es à moitié compétitif, mais pas assez pour être vraiment intéressant, quoi. Et quoi, c'est là où les Suns, comme ils étaient vraiment compétitifs ces dernières années, ils ont vite fait les moves pour récupérer un peu d'assets, pour récupérer un peu de jeunes, un peu de flexibilité, notamment avec le départ de Bill. Donc, ouais, là, t'as un front office qui va beaucoup plus aller chercher de progresser vraiment, là où t'as l'impression que ces équipes-là stagnent vraiment et sont un peu dans l'attente de faut qu'on trouve notre joueur générationnel, notre franchise player pour les 10 prochaines années. Et t'es un peu en mode ils attendent. Tu es un peu. Mais J'ai du mal avec ces équipes-là, tu vois. Donc, quand tu vois encore que Chicago pose 100 millions sur Josh Giddey, qui en soi dans leur situation n'est pas un move complètement débile, mais à ce prix-là, c'est un cadre d'un joueur qui va, d'une équipe qui va jouer quelque chose, et Chicago ne peut pas jouer quelque chose avec cette équipe-là, donc tu t'empêtres un peu dans cette même situation, je trouve, avec ces derniers moves, quoi. C'est ça, oui, tu verrouilles un effectif qui n'a pas réellement prouvé qu'il était compétitif. C'est ça. Exactement. À un moment, il faut justement, comme on disait pour Orlando tout à l'heure, que tu aies vraiment une saison qui valide le tout et tu dis, ok, effectivement, on est sur la bonne voie, on verrouille tout et on part là-dessus pour 3-4 ans. Ouais. Mais là, effectivement, les équipes dont on parle sont des équipes où les joueurs tardent vraiment à le prouver, voire dans certains cas ne le feront probablement jamais, quoi.
Ouais, et le problème que ça pose, en fait, c'est qu'on a l'impression, et je pense que c'est valable, j'allais dire pour les autres équipes, mais notamment pour Chicago ou pour Utah, c'est qu'on sait pas très bien où ça va, en fait, dans l'état actuel des choses. Il y a vraiment, genre, un côté, bon, bah, ils ont des joueurs sous contrat, ils arrivent à peu près à aligner une équipe qui peut peut-être avoir son mot à dire. En tout cas, à l'Est, pour Chicago, ils pourraient encore une fois se retrouver dans le play-in cette saison. Il y a pas de, ça paraît pas fou de l'imaginer, en tout cas. Mais par contre, oui, sur le long terme, sur le côté espèce de vision de genre on va là-bas parce qu'on construit autour de tel joueur, de tel noyau et tout. Enfin, c'est très très vite dans ces franchises-là. Effectivement, c'est un peu moins le cas à Toronto, notamment parce qu'ils ont vraiment choisi de miser sur Scottie Barnes. Après, il faudra voir ce que ça donnera justement sur la durée. Mais c'est valable aussi pour Portland. Effectivement, on a l'impression que ces équipes-là, sans naviguer complètement à vue, elles ont pas de cap clair en fait. Et Sachant que, comme Lucas l'a dit, t'es c'est ça. pas des équipes qui attirent à la free agency ou autre. La plus attractive serait Toronto, et encore, c'est pas une équipe qui va Non. attirer vraiment des gros joueurs ou des vétérans qui ont envie d'aller chercher une bague si jamais tu deviens compétitif, quoi. Donc t'as beaucoup de si et beaucoup de conditions à aligner, à suivre pour vraiment te retrouver dans une très bonne situation, quoi. Donc pour le coup, leur situation est peut-être un peu meilleure, mais tu vois, j'échangerais pas la situation des Suns forcément. Bah, c'est vrai que Après, oui, il y a sur il y a ces quatre beaucoup équipes-là, ça paraît d'objectifs difficile. qui rentrent avec voilà, l'affectif pour l'équipe, pour les joueurs présents dans l'équipe également, mais même quand tu réfléchis, je sais pas si c'est vraiment une meilleure situation de loin. Il y a débat, je pense que tu préférais l'une ou l'autre, il y a pas de souci, mais je pense pas que ce soit meilleur à coup sûr. Non, je pense qu'avec Toronto, il y a match parce qu'il y a plus de bons joueurs, tu vois, mais les autres équipes, Mm. t'as l'impression qu'elles sont juste contentes d'exister, quoi. Et clairement, quand t'es Mm. supporter d'une équipe, c'est assez triste de supporter une équipe qui se contente de ça. Ah, ouais. Effectivement, oui, on passe le bonjour à nos amis de la fanbase, tous qui sont vraiment. J'ai écouté le numéro là de Raconte-moi ta NBA de l'ami Thorax, l'ami Clément, ou avec justement, enfin, donc le premier épisode c'était sur les Suns avec votre serviteur dedans, et dans l'épisode numéro 2, donc c'était avec un fan des Bulls qui est vraiment un fan de longue date, qui a commencé à suivre à l'époque Jordan, et qui était effectivement dans un espèce d'état un peu particulier à parler de la franchise aujourd'hui et à son état, en termes d'avenir, de pas trop savoir vraiment quand est-ce que ce ventre mou et ce côté mid allait s'arrêter. En fait, ça peut durer encore très très longtemps comme ça, quoi. Tant que ça continue, tant que ça convient aux propriétaires. Et visiblement, c'est le cas à Chicago. Il y a un peu le côté, de toute façon, la salle est toujours pleine. La franchise continue à être rentable, elle continue à gagner en valeur. Bah, tant que ça continue, C'est ça. aucune raison de Tu changer de dépenses stratégie, pas des milliers des cents, si quand même, mais t'es beaucoup plus gagnant. En tout cas, oui, voilà, tu prends pas vraiment de risque, tu te mets pas dans le rouge et tout machin, mais par contre, C'est clair. donc ouais, non, effectivement, il y a cette donnée-là. Ouais, après, je me dis, où est le plaisir quand t'es propriétaire d'une équipe comme ça, quoi. À la base, voilà, t'es un méga milliardaire, tu veux juste un gros jouet avec lequel tu t'amuses, tu vois, quand même. Ouais, je sais pas, franchement, c'est une Ouais, je pense que ça dépend des. Ça peut être aussi le thème d'un podcast. Psychologie. Peut-être que tu veux devenir un méga multimilliardaire. Faut pas investir là-dedans, alors je Bah, pense parce que c'est que, pas le effectivement. meilleur move. Ah, mais ceci dit, là, vu les tarots auxquels ils revendent les franchises actuellement, c'est quand même assez intéressant. Je Après, comprends là, ça. Quand tu les revends, Non, mais bien tu sûr, ouais, comprends, mais en termes tu de vois. coût Ah oui, d'opération, oui, c'est pas gagnant. Ah oui, non. Ouais, mais je pense l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom dans ce podcast, Robert Sarver, il est plutôt content en fait d'avoir acheté les Suns et de les avoir revendus à ce tarot-là. Bon, tu m'étonnes. Je pense que c'est mieux, joueur garçon. Donc clairement. Non, et puis même dans l'absolu, c'est vrai que quand t'es dans ce délire-là, c'est plus justement pour être dans certains cercles dans lesquels il y a des personnes que t'aurais pas pu contacter sinon, quoi. Tu vois, par exemple, comme le proprio de l'OM, là, McCourt, qui du coup, ça lui permet d'avoir justement plein de projets immobiliers sur toute la côte sud de la France, avec des investisseurs qu'il n'aurait pas forcément rencontrés sinon, quoi. C'est vrai, quand t'es propriétaire d'une équipe NBA, c'est ça aussi, il y a un côté prestige et ce genre de truc, quoi. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, si j'étais multimilliardaire, ce qui n'arrivera absolument jamais, si j'achetais une franchise NBA, moi je voudrais toucher à tout, comme Matisse Bia, tu vois, c'est mon jouet, c'est moi qui décide, tu vois. Ouais, je joue à Touquet, quoi. Je joue à Touquet, mais avec des vrais gens, quoi. C'est un très mauvais propriétaire, du coup. Oui, je trouve que c'est pas super. Je dis pas que je serai mon propriétaire. Il y a pas 2 semaines sans trade dans mon équipe.
Eh bien, continuons, messieurs, avec une catégorie que Greg a intitulée leur plan est foireux, mais au moins ils ont leur asset, euh, dans laquelle il y a les Sacramento Kings et les Memphis Grizzlies, qui sont deux cas quand même un petit peu différents. Moi, j'aurais bien rapproché Sacramento de la catégorie précédente, donc, celle où il y avait les Blazers de Jazz. Où il y avait Chicago, oui, Il y avait évidemment. Chicago, tout à fait, voilà, exactement. Ouais, ils ont Bah juste oui, inversé les équipes. c'est la même équipe, mais il y a 2 ans, avec 2 ans d'écart, effectivement. Ils ont juste inversé les équipes. Et les Grizzlies qui sont pour le coup dans un cadre un peu particulier, comme tu le disais tout à l'heure, t'en as un peu parlé, Lucas, au moment de parler du transfert de Bane. Ils ont pas tout à fait appuyé sur le bouton rouge cet été, mais pas loin en fait. Et ils sont dans un espèce d'entre-deux un peu bizarre, où on a l'impression qu'effectivement ça peut péter à tout instant. Et en fait le projet qui a été construit depuis des années autour de Ja Morant et de Jaren Jackson Jr. peut en fait être bazardé assez rapidement, quoi. Est-ce que vous classez ces deux franchises dans la même catégorie et comment les situer par rapport aux Suns? Bah, ouais, pour moi, ce serait pas la même catégorie. Sacramento, ce serait avec les équipes qu'on a parlé au-dessus. Surtout que Sacramento, en plus, il y a 3-4 ans, 2-3 ans. Pour le coup, ils étaient dans une vraie bonne situation avec un effectif jeune, dynamique, voilà, autour duquel construire, qui commençait à être compétitif et tout. Et en fait, t'as régressé d'année en année et t'as pas forcément obtenu des assets pour le futur, t'as pas de joueurs autour duquel construire, t'as pas tout ça. Et donc en fait t'as un peu, ouais, tu régresses un petit peu, tu gardes un effectif voilà qui est une bonne équipe de basket, qui voilà peut aller gagner des matchs, accrocher un play-in, machin. Mais t'as pas de perspective vraiment de progression vraiment intéressante, je trouve. Et enfin voilà, on a rappelé plusieurs fois l'importance du bon management, etc. C'est pas voilà, les dernières années te donnent pas forcément envie de croire que cette équipe va nettement s'améliorer au fur et à mesure des saisons. Donc ouais, pour le coup, je serais pas forcément confiant. C'est une situation qui est pas forcément, qui donne pas forcément envie de rejoindre. Pour Memphis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu dans le même style que les Sixers dans une moindre mesure. Où bah en fait là pour Memphis, tu te rends compte que ce projet ne peut pas aller chercher une bague. En tout cas, t'en as de sérieux doutes. Du coup, tu fais un peu un entre-deux de on reconstruit mais pas vraiment. T'as quand même des joueurs autour desquels construire. T'as un des meilleurs défenseurs de la ligue, t'as un des meneurs les plus spectaculaires et quand même qui a, je trouve, bien progressé dans la construction, dans l'organisation de son attaque. Donc voilà, t'as quand même une bonne base, mais autour c'est compliqué. T'as quand même quelques jeunes joueurs intéressants, notamment avec la superbe saison de Jalen Wells la saison dernière, qui te donne espoir, mais pareil, t'es pas, enfin c'est pas un joueur qui va te porter ton équipe sur les années à suivre, quoi. Donc je trouve que t'es un peu dans un entre-deux, un peu comme les Suns, mais t'as quand même déjà sur le papier une équipe plus compétitive à l'instant T. Et comme on l'a dit, t'as tes assets en fait. Donc Ja Morant, si tu décides de faire toute, enfin table rase totalement, ou même de garder juste Ja Morant ou machin, Jaren Jackson Jr. c'est un joueur qui a quand même, je pense, une très bonne valeur sur la ligue parce que ce genre de profil qui sont susceptibles de bouger, t'en as pas tellement, ou t'en as presque pas, je pense. Donc ouais, c'est leur situation, je pense, c'est quand même pareil. Par contre, enfin, est quand même un peu mieux que celle des Suns. Par contre, je dirais pas que c'est une bonne situation pour autant parce que t'es vraiment perdu. Tu sais absolument pas ce que ton équipe va faire, quoi. Ouais, puis je pense que l'intersaison pour Memphis a quand même révélé ce plafond de verre qui est purement financier, quoi. À partir du moment où tu arrives sur la prolongation de Jaren Jackson, tu te retrouves déjà à devoir faire un choix entre Jackson et Bane, qui sont deux de tes trois meilleurs joueurs, quoi. Donc si tu sais qu'à partir du moment où tu vas réussir à être compétitif, bah ta fenêtre de tir elle sera minuscule parce que là clairement c'est ça qui s'est passé avec Memphis. Avec ce groupe-là, ils ont eu une fenêtre de tir, bon qui a été quand même bien gâchée par Ja Morant pour une autre histoire de tir du coup, mais mais disons que voilà, quand t'as une fenêtre aussi minuscule, bah en fait t'es pas super optimiste pour la suite parce que tu dis bah voilà, même si j'ai des jeunes qui percent et tout, bah au moment où il va falloir les payer, bah directement ça veut dire que tu vas devoir perdre un nouvel élément, etc. quoi. Après, construire une équipe autour de Ja Morant, c'est facile parce que c'est un très bon joueur et même s'il a pas sorti une très très bonne saison là, mais du coup bah pour la suite tu te dis bah ouais en fait si on a de nouveau une fenêtre de tir elle sera hyper courte et ça rend pas super optimiste, quoi. Après dans l'état actuel des choses je préfère quand même la situation de Memphis qui est une bien meilleure équipe que Phoenix. Sacramento par contre non jamais de la vie, quoi.
C'est une équipe qui se saborde toute seule en permanence, qui pour le coup, elle ne croit pas du tout à ce qu'elle construit la plupart du temps. Là, ils avaient quand même réussi un truc qui tournait pas mal, il y avait un nouvel élan et boum, derrière ils transfèrent Fox, ils font des signatures qui n'ont aucun sens par rapport au projet qu'ils ont monté. Non, Sacramento, c'est pas une situation enviable du tout parce que quand bien même ils auraient des assets ou quoi que ce soit, ils en font n'importe quoi. Donc, Ouais, il y a le message qui est envoyé du côté de Sacramento qui est désastreux, et effectivement. c'est ça, il y a aucune vision, que ça soit à court terme, à moyen terme, à long terme. Je suis Il complètement y a pas d'ambition, quoi. En fait, C'est il faut fou, alors vraiment qu'effectivement, si on prend leur situation vraiment très objectivement, quoi, tu vois, tu te dis, ils ont quand même pas mal de tours de draft, ils ont tous leurs tours de draft à eux, ils en ont récupéré certains de San Antonio aussi dans le trade de Fox. Voilà, ils ont pas énormément je veux dire, ils ont pas d'énormes obligations autour de leur salary cap et tout, de leur payroll. DeMar DeRozan, il leur place si cher que ça, il est en fin de contrat en 2027 et tout machin. Donc effectivement, t'as le contrat de Sabonis qui court jusqu'en 2028, mais c'est pas non plus insurmontable. Ils ont Schroeder qui est le meilleur joueur du monde, d'Europe, de tout ce que tu veux et tout, à 14 millions l'année, donc ça, c'est intéressant pour eux. Mais d'une manière générale, effectivement, t'as l'impression que cette équipe-là, cette franchise-là, justement, elle est tellement mal gérée, elle est tellement sur des logiques justement qui n'ont aucun sens que en fait ça n'ira nulle part quoi qu'il arrive en fait quoi. Et là en l'état actuel du roster, ça fait pas rêver, mais t'as l'impression de toute façon quoi qu'il se passe, ils arriveront pas à embrayer sur quelque chose de vraiment positif sur la durée quoi, sur effectivement une vraie direction encore une fois avec une construction autour d'un joueur, autour d'un duo, autour d'un noyau. Et justement, moi, la comparaison avec les Grizzlies, pour moi, d'une certaine manière, même s'il y a un énorme retooling là depuis 2 ans, ils sont toujours un peu sur cette timeline avec Morant et Jaren Jackson Jr. Et en fait, tant que ces deux joueurs-là sont sous contrat et que t'as de la place autour, alors bon, il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'étais assez fan de Tyler Jenkins. J'ai pas très bien compris pourquoi il l'avait viré, même s'il y a des explications internes aussi autour de ça, c'est sûr. Mais je me dis que de toute façon, Memphis, autour de ce duo-là, ils peuvent construire quelque chose. Et justement, inversement, il y a un côté d'ambition que tu peux nourrir en fait légitimement, quoi. Ils ont déjà entre guillemets prouvé, même si ça a été assez particulier et assez épars, que c'est un duo sur lequel tu pouvais t'appuyer en fait quoi. Donc du coup pour moi ils sont dans une situation qui est peut-être meilleure que celle des Suns, mais inversement les Kings, je pense que c'est difficilement défendable. Je me rends compte là au passage que en fait on n'a pas parlé et qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de Greg et que Greg a fait. On va parler des Bucks jusqu'ici. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense des Bucks? Parce qu'en fait là on est un peu dans cette zone-là, même si ils devraient être quand même, ils auraient dû être beaucoup plus haut, donc on rattrape un peu maintenant. Mais qu'est-ce qu'on pense de la situation des Bucks par rapport évidemment à celle de Suns, mais d'une manière générale? Je la trouve très similaire, à vrai dire, où pour le coup, t'as toujours ton franchise player. À la différence que en 2021, eux, ils ont gagné en finale. Oui, eux, ils ont assisté pas double. Mais en soi, t'es dans le même cas de figure, quoi, où du coup, t'as des cadres vieillissants dont t'as dû petit à petit te séparer. T'as pas du tout réussi à renforcer l'équipe autour. T'as pas de marge de manœuvre. C'est une équipe qui, pareil, est à peu près au même stade et pour laquelle t'as pas vraiment de raison d'être optimiste. La seule différence majeure, c'est la conférence. C'est que même avec cet effectif-là, c'est une équipe qui peut aller chercher un top 4 dans sa conférence. Là où Phoenix, en l'occurrence, le maximum que tu peux faire, c'est du play-in. Ouais, puis le truc, c'est que quand même, Giannis, je trouve que c'est dans une équipe avec un vraiment seul joueur vraiment dominant, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs dans ce cas de figure parce qu'il peut porter une équipe à lui tout seul. Là où c'est plus compliqué pour Devin Booker. Donc, et en plus, le fait d'être à l'aise, ça te donne un avantage. Mais oui, t'es pas dans une situation où t'as de l'envie. T'étais limite à avoir peur qu'il parte cet été. Il a l'air parti pour rester encore au moins 2 ans supplémentaires. Enfin, encore 2 ans dans cette équipe. Mais oui, c'est sûr que t'as pas de perspective d'avenir vraiment intéressante pour la suite. Mais t'es entre guillemets dans une meilleure situation parce que t'as une meilleure équipe à l'instant T. En tout cas. En termes de classement à la fin de la saison, t'auras une meilleure équipe logiquement. Mais oui, t'as fait des moves qu'on pas payé avec les blessures, avec des moves qui étaient tout simplement pas bons. C'est vrai que t'as pas été épargné par les blessures ces dernières années entre Middleton, Lillard cette saison. C'est sûr, mais t'as pas un effectif qui fait rêver pour autant. T'as pas une situation vraiment où tu te dis je capitalise encore sur Giannis, dans 3 ans, je donne les clés à tel joueur.
t'as pas de joueurs comme ça dans l'effectif malheureusement. Donc ouais, c'est pas une. Tu l'as dit, on en aurait parlé beaucoup plus haut. Je suis pas forcément sûr. Ça reste quand même mieux que Phoenix, mais pas tellement plus haut non plus. Non, comme tu l'as dit, c'est mieux parce que ton franchise meilleur est plus fort, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'il y a autour, je préfère limite la situation de Phoenix, tu vois. Mais en soi, c'est vraiment kiff-kiff. Ces deux équipes qui en sont exactement au même stade. Mais Parce que leur fenêtre de tir sur le titre était au même moment, quoi. Et elles se sont justement. Et qu'il y en a une qui a accueilli sur l'autre. Ah, c'est ça. Malheureusement. On va pas reparler de ça. Je pas envie de parler. C'était. Donc oui, si on continue, effectivement, franchement, bonne analyse sur les matchs, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'on est à peu près dans la même zone, effectivement, avec le côté Giannis, c'est quand même assez, enfin, c'est un peu plus. Par contre, effectivement, pour ce qui est de l'avenir, c'est tout aussi flou, parce que comme nous, ils ont hypothéqué pas mal de tours de draft, là, ces dernières années, notamment dans le trade Lillard. Donc oui, il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça quand même, quoi. C'est sûr. On va passer donc à la dernière catégorie et donc à la fin de cette émission sur, ces 4 franchises qui sont a priori dans une plus mauvaise situation que les Suns, en se posant la question, justement, est-ce que c'est vraiment pire que les Suns? Donc on parle ici des Charlotte Hornets, des Washington Wizards, des Nets de Brooklyn et des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Écoutez, Greg les avait séparés en 2 catégories, mais on peut peut-être envisager ces 4 équipes dans un bloc et essayer de voir un peu où on les situe les unes par rapport aux autres et par rapport aux Suns. Vas-y Lucas, si t'es chaud. Charlotte, pour le coup, c'est clairement la pire équipe des 4, hein, dans le sens où c'est une équipe qui, en plus, dans l'ensemble, réussit quand même à plutôt bien drafter, mais dès que les joueurs réussissent à performer, ils les transfèrent contre 3 cacahuètes, quoi. Donc, oui, finissant c'est hyper décevant d'avoir une équipe qui se gère comme ça, que même quand elle arrive à faire des bonnes choses, c'est les autres équipes qui en profitent, et ça, pour le coup, c'est désespérant, quoi. Ça, une équipe comme Charlotte, là, du coup, quand ils envoient PJ Washington à Dallas, Dallas, ils sont refaits, ils sont beaucoup plus forts. Mark Williams, il l'envoie à Phoenix, il voulait l'envoyer aux Lakers avant, alors que c'était un joueur qui tournait très bien chez eux et qui était très jeune. C'est une équipe qui se saborde toute seule, quoi. C'est qui vraiment ne valide jamais son projet, mais même dans les détails les plus insignifiants, quoi. Donc Charlotte, non, pour moi, de très loin le pire. Brooklyn, c'est une équipe qui a des assets, mais qui visiblement n'a pas envie de les utiliser. Où vraiment l'équipe elle patauge, elle fait des micro-moves qui bougent absolument pas le curseur. C'est pas très intéressant non plus comme situation. Washington, j'avoue que ça donne pas super envie non plus, même si c'est une équipe qui, pour le coup, va avoir des choix de draft très hauts. Et si tu tapes juste, logiquement, tu t'en sors bien. Donc il y a quand même une possibilité de rebond qui est plus intéressante. Et New Orleans, pour le coup, c'est particulier New Orleans parce qu'il y a des bons joueurs, mais pas assez pour valider un projet. Et ça s'est vu avec justement les transferts de Dyson Daniels, puis de Brandon Ingram, quoi, où tu te dis, ouais, ok, t'as pas envie de valider ce que tu fais, mais si t'as pas envie de valider ça, qu'est-ce que tu fais, en fait, quoi. Donc il y a une question de flou autour. Après, New Orleans, c'est pas une mauvaise équipe, quoi, mais c'est pareil, t'as du mal à avoir un cap clair, comme on disait tout à l'heure, pour des équipes comme Sacramento ou comme Chicago, qui valident des projets qui sont pas complets et qui derrière repartent sur des trucs qui sont moins bien que le projet d'avant, mais qui valident que à moitié, etc. C'est pas une situation particulièrement enviable non plus. Mais en tout cas, des 4, la pire, c'est clairement Charlotte. T'es d'accord avec ça, toi, Malo? Ouais. C'est sûr que pour Charlotte, en plus, c'est dommage parce que d'un côté, t'as un meneur qui est vraiment offensivement, qui est vraiment extrêmement fort, mais qui, pareil, en termes de disponibilité, s'il joue 50 matchs de la saison, t'es content. Donc, en fait, à chaque fois qu'il joue, tu peux te dire, en fait, tu commences à construire, c'est vraiment ça. Il va commencer à enchaîner 20-30 matchs. Il va trouver un ou deux joueurs, un binôme. Voilà, il y avait Mark Williams, il y avait Miles Bridges avant, mais bon, tant mieux que c'est pas marché vu le personnage. Enfin voilà, t'as toujours, tu te dis, on peut construire sur ça pour la saison prochaine, on va drafter, parce que t'as toujours des pics hauts, parce que tu finis toujours dernier ou presque. Donc tu te dis, on va construire sur ça, basé sur ça la saison prochaine. En fait, la saison d'après, tu recommences à zéro, voire en arrière. Sauf que petit à petit, LaMelo Ball va prendre de l'âge, et même s'il est encore très jeune, il va plus forcément avoir de marge de progression, surtout s'il continue à jouer que 40-50 matchs par saison, quoi. Donc t'es pas du tout dans une situation intéressante. Brandon Miller, c'est un bon joueur, mais voilà, qui est quand même limité et qui, tu peux pas lui donner les clés ou le double des clés d'une franchise, quoi, je pense. Donc t'as
là, pour le coup, t'as encore pas mal de tes assets, tout ça, donc tu peux continuer à faire, à bien progresser, mais ouais, tu t'abordes un peu toi-même comme l'a bien expliqué Lucas. Washington, je trouve que c'est vraiment une équipe horrible à l'instant T. T'as pas de joueurs autour duquel construire réellement, mais bah t'as encore tous tes assets. Et je trouve que les derniers moves sont plutôt intéressants. Voilà, d'aller récupérer des vétérans, machin. Enfin, tu sens que l'équipe reste active, essaie d'aller chercher des joueurs, essaie de relancer des joueurs. Ça marche pas forcément parce que le cadre est pas forcément le meilleur. Voilà, t'as essayé de parer Jordan Poole qui a pas forcément marché, mais à chaque fois que je trouve que c'était quand même des paris intéressants. Même le pari Bilal qui est quand même intéressant, même si il montre quand même quelques limites. Bah c'est pas le cadre qui est le mieux non plus pour se développer, mais voilà, je trouve que l'équipe essaye au moins d'aller dans le bon sens voilà, même si ça fonctionne pas forcément, bah tu sens qu'elle essaie et qu'elle a encore ses assets, tout ça, notamment ses tours de draft, donc t'as quand même de l'espoir. Pour Brooklyn, je suis beaucoup plus mitigé. Je trouve que ça prenait une bonne direction il y a 2-3 ans. T'avais l'émergence de Cam Thomas, machin, mais bon, en fait, tu te brides, tu veux pas forcément mettre les sous pour, parce que t'es en mode, bon, bah, ça veut dire que je lui donne les clés de l'équipe, mais j'ai pas forcément envie. Tu stagnes vachement, en fait. T'as pas forcément de jeunes joueurs vraiment intéressants. T'as eu Claxton, mais pareil, c'est bon, mais pas assez. Enfin, c'est un peu compliqué leur situation, je trouve. Et là, pareil, avec le trade de Porter Junior, tu sais pas, enfin, tu trades le joueur qui avait vraiment de la valeur dans ton effectif pour un peu le même joueur, mais qui a moins de valeur. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir où ils vont. Et pour New Orleans, ouais, c'est très très compliqué. Enfin, en fait, t'as déjà une énorme part de malchance avec tout ce qui s'est passé autour de Zion, même Brandon Graham qui a montré de très belles choses, mais qui a vraiment été souvent blessé. Enfin, t'avais un projet qui partait très bien, qui est vraiment une équipe compliquée à jouer. Une fois arrivé en playoff, tu savais qu'elle allait être chiante, tout ça, et on l'a expérimenté beaucoup à Phoenix. Mais en fait, t'as pas su capitaliser là-dessus et tu régresses d'année en année. Et du coup, tu te retrouves avec des joueurs qu'il faut commencer à payer, que tu t'es obligé de te séparer et qui explosent ailleurs, en fait. Donc, c'est très compliqué leur situation. C'est pas des joueurs non plus qui ont une valeur vraiment intéressante parce que, il y a ce truc de blessure, il y a ce truc de machin. Donc ouais, c'est très compliqué leur situation. T'as des très bons joueurs, mais il te manque vraiment cette tête de gondole sur lequel t'es sûr de pouvoir t'appuyer. Zion, t'y crois 2 semaines tous les ans en fait. Pour le coup, c'est un joueur que j'adore, mais tu peux pas être sûr de pouvoir compter sur lui en fait. Donc ouais, c'est vraiment un plan bourbier. Ouais, c'est un peu la même situation que Phoenix, ou je sais pas trop comment le décrire, mais t'as pas vraiment de perspective, t'es une bonne équipe, donc voilà, mais si tu transfères tout, t'as pas forcément sur quoi construire, donc ouais, c'est pas une situation que j'envisage, enfin que dans laquelle j'aimerais être forcément, ça c'est sûr, donc ouais, ces 4 équipes-là donnent pas envie, et je pense que je préfère quand même être à la place de Phoenix quand même, parce qu'en plus c'est pas des équipes qui attirent vraiment à la free agency ou autre. Brooklyn un peu plus quand même, parce que ça reste New York, ça reste attirant, le cadre est sympa, tout ça, mais à part ça, ouais, c'est pas des équipes, des situations qui donnent envie. Même si là où pour Washington et Charlotte notamment, comme tu l'as dit, t'as encore toutes tes cartes en main, et même Brooklyn a quand même pas mal d'assets, notamment de pics, mais dans la gestion, c'est pas forcément toujours le plus intéressant, et t'as pas toujours l'impression que ça va dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. En fait, moi, cette catégorie-là, finalement, elle est assez proche, dans une certaine mesure, de la catégorie du dessus, parce que c'est des franchises qui sont donc en cours de reconstruction, mais sur lesquelles il y a quand même un gros flou. C'est-à-dire, tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas vraiment autour de qui tu construis, et c'est plus ou moins vrai, hein, selon certaines franchises. Effectivement, sur les Nets, moi, j'ai l'impression qu'ils savent pas. Au stade actuel, c'est vraiment un espèce de degré zéro, ils savent pas du tout quelle va être l'orientation de la franchise d'ici 2-3 ans, même pas seulement en termes de joueurs, mais même justement en termes de est-ce qu'on continue à essayer d'aller racler les fonds et à un moment remonter par la draft, ou est-ce que justement ça va être une équipe qui peut se construire et débloquer les trucs assez rapidement. C'est vrai que dans l'état actuel du roster, c'est quand même assez difficile à lire, et on sait pas trop ce que ça peut donner sur cette saison.
l'espèce d'escouade a priori titulaire autour de Cam Thomas, Michael Porter Jr., Claxton et Terrence Mann. C'est vraiment curieux en fait comme construction. Celle des Wizards pour moi elle est un peu plus, il y a une logique en tout cas dans la construction. Je dis pas spécialement qu'ils sont dans une meilleure situation que les Suns. Je pense que ça se discute, mais au moins en termes de logique de construction d'effectifs et effectivement d'étapes, on va dire, dans une reconstruction. Encore une fois, eux, ils sont à l'étape 0, mais ils savent à peu près ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà récupéré des jeunes joueurs qui ont montré des choses intéressantes à différents postes. Ils ont continué à le faire là avec notamment Trey Johnson, c'était le draft. On va voir ce que ça va donner évidemment sur le parquet, mais dans l'état actuel des choses, ce qu'ils font me semble pas ni délirant ni hyper enthousiasmant, mais je comprends pourquoi ils le font. Il y a un peu un côté comme ça avec les Wizards, ce qui est moins le cas pour les Knicks et ce qui est encore moins le cas avec les Hornets ou les Pelicans, où moi j'ai vraiment du mal à comprendre la logique du truc. Alors les deux franchises sont pour moi très très proches par ce truc-là, et d'ailleurs elles sont un peu prisonnières de ce truc-là, c'est-à-dire qu'elles ont un joueur majeur qui est très fort, mais qui est donc quasiment j'allais dire quasiment tout le temps, mais c'est pas forcément le bon truc, mais en tout cas sur lequel t'as une certitude que tu vas pas pouvoir compter sur lui tout au long de l'année. En fait, il y a un peu un côté comme ça, que ce soit avec Zion ou avec la Melo Ball. Et en fait, du coup, ça fait que dans la construction, c'est un peu bâtard. C'est-à-dire que ils essayent de se dire, non mais attends, si jamais ces mecs-là commencent à donner leur pleine mesure et à déjà jouer des saisons complètes et quoi que ce soit, bah on va pouvoir construire. Sauf qu'en fait, c'est jamais le cas. Et en fait, année après année, le truc périclite continue à ne pas vraiment avancer. Et en fait, il y a un espèce de côté, vous en parliez tout à l'heure, les Pels, à un moment, ils étaient sur une espèce de voie un peu on the rise. Mais finalement, ils sont un peu sortis de cette timeline-là en disant, bon, bah, tant pis, on bazarde Mugar, on bazarde Daniels, qui était un joueur qui avait quand même un énorme potentiel. Et on a vu très très vite, dès l'année dernière d'ailleurs, dès sa première année ailleurs, que c'était un joueur qui avait, qui était en train de devenir un vrai titulaire NBA avec un potentiel pour devenir vraiment un très très bon joueur, quoi. Donc là, quand tu regardes le roster aujourd'hui des Pelicans, tu sais pas vraiment ce qu'ils jouent la saison prochaine, en fait, quoi. Tu dis, sur le papier, c'est relativement compétitif, mais quelle est l'identité réellement de ton équipe? Est-ce que tu vas plus défendre avec une profil à l'air Jones, ou est-ce que tu vas essayer de foutre le feu autour d'un axe Poole Williamson qui va être complètement indéfendable et tout machin? C'est compliqué à mesurer, et on a l'impression que le fait qu'il n'y ait pas de ligne directrice est lié vraiment à ce statut un peu bâtard des franchise players, en tout cas des franchise players espérés, qui n'arrive pas à donner sur la durée en raison de soucis physiques, et ça bloque un peu tout, quoi. Et j'ai l'impression que pour les Pels c'est le cas, pour les Hornets c'est le cas, en plus des mauvais choix et en plus des choix potentiels effectifs qui sont un peu chelous. Moi, ce que je trouve dommage limite, c'est que Charlotte séquestre certains role-players qui pourraient être intéressants dans d'autres équipes, hein, comme Josh Green ou Grant Williams ou Connie Sexton qu'ils ont récupéré ces derniers mois. Mais en même temps, c'est intéressant dans leur perspective, s'ils veulent grandir, de garder ces mecs-là et de les associer à la Melo Ball. Sauf qu'encore une fois, comme il n'y a pas vraiment de directrice, on sait pas où ça va, quoi. Donc c'est vrai que moi, ces 4 franchises-là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, peut-être que Lucas, tu l'as vu ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'effectivement, on aurait du mal à les placer vraiment au-dessus de Phoenix, parce que au moins du côté des Suns, s'il y a une espèce de ligne directrice qui vaut ce qu'elle vaut autour de Booker et qui a plus de poids, parce qu'encore une fois, Booker manque des matchs, il a des blessures, que ce soit, mais il assure quand même un certain niveau plancher à ton équipe, en fait, quoi. Ce qui est moins le cas pour la Melo Ball et pour Zion. Et ce qui est pas du tout le cas dans les équipes comme les Wizards ou les Nets qui n'ont pas encore ce joueur-là. Donc c'est vrai que c'est sur le plan de la situation globale, moi j'ai l'impression que de toute façon ces équipes-là elles sont quand même un cran en dessous de Phoenix parce qu'effectivement elles ont pas cette ligne directe. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, après New Orleans, je dirais pas forcément parce que pour le coup effectivement comme on a dit et t'as tout à fait raison, c'est un projet douteux. Mais c'est une équipe qui a des bons joueurs quand même, quoi. Il y a quand même du matos pour faire quelque chose, quoi. Le problème, c'est que là, ça fait quelques années que ça ne fait rien, malheureusement, quoi. Mais en soi, sur le papier, c'est pas si vilain que ça, quoi. Même dans la version actuelle, justement, qui a pas mal changé depuis l'époque où ils étaient vraiment compétitifs, là, où ils se battaient un peu avec nous d'ailleurs je crois que c'est la saison, je sais plus. Deux ou trois saisons, en début de saison, ils sont vraiment dans le top 3 de la conférence Ouest. Oui, c'est la saison où on termine premier de saison régulière, là, et on se les prend au premier tour, et c'est un cauchemar. Oui, c'est ça. Je crois que c'est cette saison-là, t'as raison. Et je crois que c'est peut-être la saison juste après.
puisqu'effectivement, c'est la saison où nous on finit par trade pour du enfin bon, je confonds peut-être, mais tout ça pour dire qu'effectivement par rapport à cette version-là des Pels, on a complètement changé en fait de direction, quoi. Les mecs ils ont complètement inversé le truc en disant bon Poppy, machin, Ingram, tout, et enfin Ouais, mais tu vois, le truc, dire, c'est quoi. qu'ils ont réussi à le faire en conservant des bons joueurs ou en en ajoutant des nouveaux. Ça, ils ont Donc, pas ce qui tout fait vidé. que, effectivement, le projet est différent. C'est assez nébuleux la direction que tu veux prendre. Mais en soi, sur le papier, bah, c'est pas si vilain, quoi. Mais en fait, Pas comme des équipes comme Charlotte ou les Nets, ou surtout les Nets, tu vois, où pour le coup, c'est vraiment pas beau, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois pas où ça va. Et en plus, l'équipe actuelle, elle est pas cool du tout, quoi. Parce que autant Washington, t'as un projet, bon, de reconstruction par la draft qui, somme toute, est très scolaire, très classique. C'est juste que pour le moment, bah, ils sont pas tombés sur les bons mecs. Mais tu vois la ligne directrice, quoi. Ouais. Par contre, l'équipe est absolument abjecte, quoi. Mais Mais sinon, et après, Charlotte, on l'a dit, c'est catastrophique. C'est non seulement ces reconstructions par la draft, mais en plus les mecs que tu drafts, tu les transfères, quoi. Donc, mais pour le coup, à New Orleans, je pense que c'est pas une situation finalement beaucoup plus mauvaise que celle de Phoenix, voire même pas forcément plus mauvaise tout court. Bah, le problème avec New Orleans, c'est que tu les mets à l'est, en fait, c'est un Toronto plus, Oui, entre tout à fait, guillemets. exactement. C'est une équipe qui va aller accrocher les playoffs, qui, voilà, va jouer des trucs de fête, enfin, va être chiante à jouer. Donc, c'est une équipe qui va, mine de rien, être intéressante. Chicago et Atlanta à être effectivement dans le play-in. C'est ça, en fait. Ça va être un peu une équipe dans ce style-là qui va aller jouer la 7e place, quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment une équipe qui a eu pas mal de malchance ces dernières années entre les blessures, les trucs qui ne fitent pas, les machins, enfin tout. En fait, ils ont pas de réussite sur plein de points. Donc ça, c'est vraiment dommage pour eux. Après, ça, du coup, ça les met dans une situation qui est pas forcément viable pour autant. Mais oui, je pense que elle est quand même un poil avancée que les trois autres équipes dont on a cité, suivi un peu par Washington qui part de plus bas, mais qui, pour le coup, comme tu l'as dit, Rod, a vraiment une ligne directrice. Ils savent ce qu'ils font. Ils en sont au tout début, en fait. Donc, voilà, mais ça m'étonnerait pas que dans 3-4 ans, ça commence à être une équipe compétitive dans une moindre mesure, un peu comme San Antonio. Ouais, pour moi, c'est pas du tout le même panier que les autres, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est New Orleans, c'est vraiment, t'es plus dans le panier Toronto est le meilleur parallèle, quoi. C'est ça, parce qu'il y a Brandon Ingram aussi. C'est ça. Mais En t'es plus, dans ce panier-là, même quasiment Memphis, tu vois, c'est plutôt ce stade-là, quoi. Là où, pour le coup, les autres équipes, genre Washington, on est vraiment sur du calibre Utah, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et ouais, peut-être qu'effectivement, alors on n'a peut-être pas assez regardé dans le détail les histoires de tour de draft ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être aussi cette donnée qui est entrée en compte dans le classement original. C'est dommage effectivement que Greg ait pas été avec nous pour ce numéro, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir son explication sur chaque catégorie. Je m'aperçois également là, du coup, au moment de boucler cette émission, qu'on n'a pas du tout parlé du hit de Miami. Absolument, c'est il la était pas dernière dans la équipe liste dont non on n'a pas parlé. Effectivement, elle était pas dans la liste. Facile non plus. C'est effectivement pas facile à placer. Est-ce que vous auriez à en dire? Bah vas-y Malo, tu vois que... Waouh, Miami. évident. Bah écoute, c'est on va le mettre avec New Orleans et Toronto. C'est une situation qui est pas facile parce que t'as ton duo Bam Adebayo, t'as leur héros, mais qui est pas assez fort pour vraiment jouer quelque chose avec, en tout cas avec l'effectif qu'il y a autour. Si t'as toute une équipe de soldats, vraiment de joueurs très intéressants, un peu complets, un peu dans le style de New York, bah tu peux jouer quelque chose, mais ça reste vachement limité à côté. Et t'as un front office qui a tardé à bouger sur les gros joueurs disponibles. Voilà, ça fait 2-3 saisons où tu régresses, en fait, tu stagnes, mais bah t'as un peu la limite de faire beaucoup avec pas grand chose. Et Spoelstra a vraiment, je trouve, sauvé la construction de cette équipe pendant plusieurs années. Jimmy Butler aussi énormément, mais du coup, bah Jimmy Butler est parti et t'as un effectif qui cruellement manque de qualité. Spoelstra a fait des miracles avec voilà des trouvailles, des joueurs non draftés, des joueurs où vraiment leur trouvant un rôle spécifique arrive à apporter, mais c'est pas du tout assez pour pouvoir jouer vraiment quelque chose à la fin de la saison. Et t'es un peu dans ce truc de on s'empêtre dans cet effectif sans pour autant vraiment tout reconstruire, sans pour autant vraiment être compétitif. Donc ouais, c'est une situation qui est un peu compliquée, t'es vachement dans le flou, je trouve. Parce que t'es verrouillé vraiment avec cette structure-là et t'as pas forcément de jeunes vraiment talentueux. T'as Kelly War qui est quand même intéressant pour le coup. T'as quelque chose à faire, notamment avec plus Spoelstra pour le développer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude, mais
c'est pas enthousiasmant pour autant du tout leur structure, quoi. Surtout au vu des dernières années j'allais dire dans les moves qu'ils ont fait, mais surtout dans les non-moves qu'ils ont fait en fait. En tout cas, je trouve. Oh non, moi je suis d'accord avec toi. Là, on est clairement face à une équipe qui plafonne, qui était un tournant avec Butler comme les Suns l'étaient avec Durant, où c'était soit effectivement tu prends le pari de continuer avec un joueur clé qui est très vieux et qui est pas forcément sur la même timeline que les autres, ou alors tu le transfères et tu vas chercher d'autres trucs à côté. Le problème du choix du transfert, c'est le retour, quoi. C'est pour le coup, ils ont pas eu du tout des assets ou des joueurs qui permettent de rendre l'équipe meilleure dans l'immédiat. Et c'est une équipe qui a un franchise player près d'être une très bonne équipe, mais c'est clairement pas le truc le plus simple à avoir, quoi. Donc non, Miami pour le coup, ouais, c'est une équipe qui a déjà atteint son plafond, qui a pas la possibilité de devenir meilleure qu'elle ne l'est actuellement avec ce dont elle dispose à l'instant T. Et c'est une équipe qui va continuer encore longtemps à plafonner à un niveau play-in. C'est pas du tout enthousiasmant comme situation. Moi, pour nuancer un peu ça, je pense quand même qu'ils ont la possibilité de se retourner, en tout cas d'évoluer assez vite, parce qu'ils sont pas non plus pris dans des espèces de de trucs contractuels qui vont les engager pendant des années et des années. Hein. Si on regarde un petit peu leur payroll aujourd'hui, à l'horizon 2026, t'as les contrats de Rozier et de Norman Powell qu'ils ont récupérés cet été qui seront finis. Et si tu prends l'été suivant 2027, c'est ceux de Tyler Hero et d'Andrew Wiggins. Donc en fait, en gros, schématiquement, sur le papier, à l'intersaison 2027, ils ont les jeunes là qu'ils ont drafté récemment, donc Kelly Ware et Yakusionis là qu'ils ont récupéré à cette draft là, peut-être deux trois autres jeunes qui vont pouvoir prolonger, peut-être un Nikola Jovic par exemple, ce genre de profil là, mais au-delà de ça, ils seront assez libres, on va dire. En tout cas, ils auront de la marge, de la flexibilité. Et c'est Miami, donc il y a un côté quand même si ces dernières années, beaucoup de gros joueurs leur sont passés sur le nez, c'était plus dans des trades ou quoi que ce soit, ils ont quand même de l'attractivité, notamment sur le marché de la free agency. Pour moi, ils peuvent, en tout cas, c'est leur marge de manœuvre est plus importante que celle des Suns, mais la situation actuelle du roster est moins intéressante parce qu'effectivement, t'as pas vraiment de franchise player. Mais t'as un numéro 2 en la personne de Bam Adebayo qui est sécurisé sur du long terme et sur lequel tu sais que tu peux t'appuyer. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. En fait, ouais, pour moi, c'est pareil. C'est une équipe un peu comme les Bucks qui joue un peu dans la même catégorie que les Suns pour des raisons un peu différentes, qui a peut-être un peu plus de flexibilité dans un avenir très très proche, enfin, en tout cas l'été prochain, quoi, typiquement, qui a un peu plus de tours de draft aussi de ce que je suis en train de voir, oui, carrément sur les années qui arrivent. Donc qui a un peu plus de marge de manœuvre, mais qui a moins de certitude par rapport à son effectif et à la construction de son effectif dans l'état actuel des choses, quand bien même les Suns ont aussi la certitude avec l'effectif actuel qu'ils ne peuvent pas jouer le titre. Donc c'est un peu un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, moi de mon point de vue, c'est comparable et je les enterrerais pas non plus dans la possibilité pour eux de redevenir très très compétitifs d'ici 2-3 ans si ça se goupille bien, mais il va falloir effectivement que ça se goupille bien, notamment sur le marché de la free agency. Et il y a aussi cette donnée-là, c'est à un moment de lâcher de lâcher la bride et d'arriver à mettre vraiment le gros contrat, les gros bifetons qu'il faut pour le bon joueur. Sur Butler, pour le coup, ils y étaient parvenus. Donc effectivement, c'est un peu ce modèle-là qu'il faut qu'ils arrivent à reproduire, à retrouver leur nouveau Butler pour le prochain cycle, on va dire, qui correspondra, en gros, au prime de Adebayo. Donc effectivement, c'est pas une mince affaire, comme tu as dit, Lucas, de trouver cet asset-là essentiel dans la reconstruction. Mais ouais, surtout que le CBA a changé entre-temps. Ouais. On n'est plus du tout dans la même situation où ils étaient quand ils ont pu signer Butler. C'était beaucoup plus facile à l'époque. T'as raison. Il y a ça, cette donnée-là, elle joue aussi, c'est sûr. Voilà, le tour d'horizon est terminé. Il était assez complet. Si on doit faire un récapitulatif, j'ai pas tout noté malheureusement, mais ça aurait été assez intéressant. À vue de nez, vous direz combien d'équipes aujourd'hui sont dans une situation que vous n'échangeriez pas avec celle des Suns. Là, on va être biais. Il y en avait finalement assez peu. Il y avait beaucoup d'équipes où c'était mieux. Il y avait quand même, j'ai trouvé étonnamment beaucoup d'équipes pour lesquelles il y avait match, mais qui étaient objectivement bien inférieures. Je pense qu'on était autour de la dizaine, voire en dessous. Ouais. Je le mettrais comme ça aussi. Je pense entre 6 et 12 en fonction des sensibilités. Je l'évaluerais un peu comme ça. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, Balo? Je sais pas si t'as fait tes comptes toi aussi. Ah pardon, j'étais en train de parler, mais j'ai le micro coupé. Mais non, mais ouais, c'est ça, c'est entre 7-8 quoi, je dirais.
voilà, avec des noms qui peuvent changer en fonction de chacun, en fonction des préférences, l'objectivité dont on manque aussi côté des Évidemment. Suns, parce que voilà, on a une vision sur certains joueurs, et moi le premier qui est peut-être trop haute ou plus haute que certains l'ont envers nos joueurs. Donc ouais, c'est ça. Il y a, je pense, 4-5 équipes vraiment où t'es sûr et certain, Locke, que t'as pas envie d'être à leur place. Ouais. T'en as 4-5 autres où c'est kiff-kiff et c'est un peu dans le truc de bon bah voilà. Oui, selon la sensibilité. Ouais. C'est ça, carrément. Et ouais, en tout cas, t'as une quinzaine d'équipes qui sont pareilles, au contraire, Locke, non, c'est mieux que nous, largement, Y a bien pas mieux photo, que nous. quoi. Et c'est vite bien mieux que nous, tu vois. C'est ça la nuance où les équipes où on est mieux qu'elles, c'est pas non plus de très très loin. Et par contre, les équipes qui sont plus avancées, plus attirantes que nous, c'est vraiment à des années-lumière, quoi. Donc, C'est ça. Et mis à part effectivement des équipes où il y a vraiment rien, effectivement on parlait de Utah, de Brooklyn, et encore avec le côté que eux ils ont une full flexibilité sur le côté financier dans les années qui arrivent. À part ces équipes-là, il y a pas vraiment des, enfin voilà, il y a globalement, c'est intéressant comment dire, le référentiel que tu donnes, Malo, c'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup moins de discussions avec les équipes au-dessus qu'avec les équipes en dessous, quoi. Et effectivement ça c'est quand même un peu inquiétant quand on regarde le truc, quoi. Très bien, bon. messieurs. Eh ben, écoutez, ce sera la conclusion de cet épisode qui était assez passionnant, j'ai trouvé. Bonne première, Lucas. C'était bien. On se prend un petit 2 heures là. On rentre dans les. On avait dit 1 heure. On avait dit 1 heure au départ. Ouais, bon, voilà. C'est un peu voilà, les je crois que pour déposer mon papier, moi, c'est mort pour cet après-midi. Aïe, aïe, aïe. Oups. Bon, on continue. Allez, on part sur la NFL maintenant. Bon, allez, on inversait maintenant. Non, mais en tout cas, merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce podcast. Merci à nos auditeurs d'avoir tenu jusque là 1h54 de podcast. C'est j'imagine un peu lourd à digérer, mais écoutez, en tout cas, on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux numéros de Valley, ou peut-être encore un ou deux formats d'été un peu pas de côté par rapport à l'actualité chaude. Et puis on reviendra très vite de toute façon pour commencer à faire une petite preview de cette saison là qui s'annonce, c'est de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer des Suns cette saison, une vraie grande question. J'ai mon ami qui me parle de titre, mais il suit pas du tout la NBA, il y connaît rien, il est un fan des foot. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Et ben écoutez, messieurs, très bonne fin de journée à vous et à bientôt. Et pour un nouveau numéro de Valley. Très bien, pareillement. À bientôt. Carrément. À la prochaine.